Le soleil se levait à peine sur les collines de Saint-Marcel, teintant le ciel d'une lueur orangée qui s'étendait sur les champs détrempés par la rosée du matin. Cette terre, autrefois fertile et généreuse, portait désormais les cicatrices d'une sécheresse impitoyable qui avait sévi pendant 3 années consécutives. Au milieu de ce paysage meurtri, une silhouette solitaire s'activait déjà, courbée par le poids des années et des soucis. Pierre Legrand, 58 ans, fermier depuis 5 générations, contemplait son domaine avec un mélange d'amour et de désespoir. Ses mains calleuses, marquées par 3 décennies de labeur, s'agrippaient à une vieille clôture dont les planches grinçaient sous le vent matinal. Le regard perdu vers l'horizon, il paraissait chercher une réponse que le ciel ne lui offrait pas. « Encore une journée à tenir », murmura-t-il en s'essuyant le front, bien que la fraîcheur de l'aube n'eût pas encore cédé la place à la chaleur du jour. La ferme des Legrand, autrefois prospère, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les bâtiments aux toits de tuiles rouges nécessitaient des réparations que Pierre ne pouvait plus se permettre. La grange, dont les poutres craquaient au moindre coup de vent, abritait à peine quelques balles de foin jauni et une poignée d'outils rouillés. Les champs, jadis débordants de blé doré et de tournesols majestueux, semblaient avoir abandonné leur promesse de renaissance. Pierre s'approcha du petit puits au centre de la cour, fit tourner la manivelle avec effort et remonta un seau d'eau trouble. Il s'en servit pour remplir l'abreuvoir près de l'écurie, puis s'arrêta net lorsqu'un hennissement faible lui parvint. Son visage, marqué par les intempéries et les inquiétudes, s'adoucit instantanément. « J'arrive, Espoir », dit-il d'une voix tendre que seuls les animaux avaient le privilège d'entendre. L'écurie, contrairement au reste de la propriété, était maintenue dans un état remarquable. Pierre y consacrait le peu d'énergie et de ressources qui lui restaient. Il poussa la porte de bois et fut accueilli par un nouveau hennissement, plus faible encore que le précédent. Dans le box du fond, couché sur un épais tapis de paille fraîche, se trouvait un étalon à la robe baie, autrefois magnifique. Espoir, c'était son nom. Un pur-sang arabe que Pierre avait acquis 3 ans plus tôt lors d'une vente aux enchères, après la faillite d'un haras prestigieux. À l'époque, l'animal était au sommet de sa forme, promesse de courses victorieuses et de lignées exceptionnelles. Aujourd'hui, ses flancs amaigris se soulevaient au rythme d'une respiration laborieuse, et ses yeux, jadis vifs et brillants, étaient voilés par la maladie. « Comment vas-tu ce matin, mon beau ?» murmura Pierre en s'agenouillant près de l'animal. D'une main délicate, il caressa l'encolure d'Espoir, sentant sous ses doigts chaque côte saillante. L'étalon tenta de relever la tête, mais l'effort sembla trop grand. Un frisson parcourut son corps amaigri. « Doucement, doucement », chuchota Pierre. « Je t'ai apporté de l'eau fraîche, et j'ai encore un peu d'avoine de qualité pour toi. » Avec des gestes empreints de tendresse, il approcha un seau d'eau des naseaux de l'animal. Espoir but quelques gorgées, puis détourna la tête, épuisé par ce simple effort. Le cœur de Pierre se serra. Le vétérinaire, lors de sa dernière visite 2 semaines auparavant, n'avait pas caché son pessimisme. Une myopathie dégénérative, avait-il diagnostiqué avec un soupir. Rare chez les pur-sangs, mais pas impossible. Les traitements sont coûteux, Pierre, et les chances de rémission complètes. Il n'avait pas terminé sa phrase, mais son regard en disait long. Pierre avait pourtant insisté, dépensant ses dernières économies en médicaments et consultations spécialisées. Il s'était même rendu à la faculté vétérinaire de la ville voisine, à 3 heures de route, pour consulter un expert réputé. Le diagnostic était resté le même, mais Pierre refusait d'abandonner. Chaque matin, il administrait religieusement à Espoir les médicaments prescrits, lui prodiguait des massages comme recommandés par les spécialistes et lui parlait pendant des heures, convaincu que quelque part, derrière ses yeux voilés, l'étalon majestueux attendait de renaître. « Tu vas te remettre », affirma-t-il en sortant de sa poche une seringue contenant un liquide ambré. « Ce nouveau traitement va faire des miracles, tu verras. » Avec des gestes précis, il injecta le médicament dans la veine jugulaire de l'animal, comme le vétérinaire le lui avait appris. Espoir tressaillit à peine, habitué à cette routine quotidienne. Dehors, le jour s'était complètement levé.
baignant la ferme d'une lumière dorée qui semblait vouloir contredire la désolation des lieux. Pierre entendit le bruit d'un moteur au loin. Il jeta un dernier regard à Espoir, lui promit de revenir bientôt, et sortit de l'écurie. Une Range Rover rutilante remontait l'allée poussiéreuse, contrastant de façon presque obscène avec la modestie des lieux. Pierre sentit son estomac se nouer. Il reconnaissait ce véhicule, comme tous les habitants de la région. La voiture s'arrêta dans un crissement de pneus, soulevant un nuage de poussière qui fit tousser le fermier. La portière s'ouvrit, et un homme en costume sur mesure en descendit. Grand, élancé, la cinquantaine élégante, Maxime Dufresne affichait l'assurance que confère une fortune solidement établie. Promoteur immobilier de renom, il avait transformé le paisible canton de Saint-Marcel en un lieu prisé des citadins fortunés en quête de résidences secondaires pittoresques. « Pierre !» s'exclama-t-il avec une familiarité que le fermier n'avait jamais encouragée. « Comment vas-tu, mon vieil ami ?» Pierre ne répondit pas immédiatement, essuyant ses mains sur son pantalon usé par le temps. Dufresne n'attendit pas de réponse et poursuivit, son regard balayant la propriété avec une convoitise à peine dissimulée. « J'étais dans le coin et je me suis dit que je passerais voir si tu avais reconsidéré mon offre. 50 hectares de terre avec vue sur la vallée. C'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. Mon projet de complexe écotouristique serait parfait ici. » Pierre soupira. Ce n'était pas la première fois que Dufresne venait avec ses propositions. Depuis que la sécheresse avait mis la ferme en difficulté, le promoteur rôdait comme un vautour, prêt à s'abattre sur sa proie affaiblie. « Ma réponse n'a pas changé, Maxime, » répondit Pierre d'une voix ferme malgré sa fatigue. « Cette terre est dans ma famille depuis 5 générations. Je ne vendrai pas. » Dufresne haussa les épaules avec une fausse désinvolture, mais son regard s'était durci. « Sois raisonnable, Pierre. Ta ferme est au bord de la faillite. Les banques ne te feront plus crédit et la prochaine échéance approche. Que feras-tu quand ils viendront saisir ton bien? Mon offre est généreuse, plus que le marché actuel ne le justifie. » Pierre détourna le regard, conscient de la justesse de ses propos. L'échéance du prêt approchait effectivement, et ses comptes étaient désespérément vides. La dernière récolte avait été catastrophique, et les précédentes guère meilleures. « Je trouverai une solution, » affirma-t-il avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait. « J'ai toujours trouvé. » Dufresne s'apprêtait à répondre lorsqu'un hennissement faible leur parvint depuis l'écurie. Son expression changea, passant de la contrariété à une curiosité presque malsaine. « Tu as encore ce cheval malade ?» demanda-t-il en se dirigeant déjà vers le bâtiment. « Je croyais que tu l'aurais fait abattre depuis longtemps. » Pierre le suivit à contre-cœur, sachant qu'il ne pourrait empêcher l'homme d'affaires d'entrer dans son écurie. Dufresne poussa la porte et s'immobilisa devant le box d'Espoir. L'étalon, alerté par cette présence étrangère, tenta de se redresser mais retomba lourdement sur sa litière, provoquant un nuage de paille. « Mon Dieu, Pierre !» murmura Dufresne, une expression de dégoût mal dissimulée sur son visage. « Cette bête est à l'agonie, c'est de la cruauté de la maintenir en vie. »« Il va se remettre !» rétorqua Pierre avec une conviction féroce. « Le nouveau traitement commence à faire effet. Le vétérinaire a dit que... »« Le vétérinaire te prend pour un imbécile, » coupa Dufresne. « Il te soutire ton argent pour des traitements inutiles. Regarde la réalité en face. Ce cheval est fini, comme cette ferme. » Pierre sentit la colère monter en lui, une rage sourde qui lui donna momentanément la force de se dresser face au promoteur. « Sors de mon écurie !» ordonna-t-il d'une voix que la fureur rendait tremblante. « Tout de suite !» Dufresne leva les mains en signe d'apaisement, mais son sourire condescendant trahissait ses véritables sentiments. « Comme tu voudras, mais réfléchis à mon offre, Pierre. Elle ne sera pas éternelle. Et pendant que tu dépenses tes derniers euros pour maintenir en vie un cheval mourant, tu perds l'occasion de t'assurer une retraite confortable. » Il sortit de l'écurie, laissant derrière lui un silence lourd que seule la respiration laborieuse d'Espoir venait troubler. Pierre s'approcha de l'étalon et s'agenouilla près de lui, posant son front contre l'encolure du cheval. « Ne l'écoute pas, » murmura-t-il. « Nous allons nous en sortir, toi et moi. Nous leur montrerons à tous. » Dehors, le moteur de la Range Rover rugit puis s'éloigna, laissant la ferme retomber dans sa quiétude habituelle. Pierre resta un long moment auprès d'Espoir,
puisant dans la présence de l'animal une force qu'il peinait à trouver en lui-même. Quand il sortit enfin de l'écurie, le soleil était haut dans le ciel, promettant une journée aussi chaude que les précédentes. Les jours qui suivirent la visite de Dufresne s'écoulèrent dans une routine empreinte d'anxiété pour Pierre. Chaque matin, il se levait avant l'aube, préparait méticuleusement les médicaments d'espoir et passait plusieurs heures à ses côtés, massant ses muscles atrophiés, l'encourageant à se tenir debout ne serait-ce que quelques minutes. L'état de l'étalon oscillait entre de brèves périodes d'amélioration et de soudaines rechutes qui plongeaient Pierre dans un abîme de désespoir. Ce matin-là, une semaine après la visite du promoteur, Pierre fut réveillé par le vrombissement d'un moteur de voiture. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre de sa chambre et aperçut une modeste Citroën bleue qu'il ne reconnaissait pas. Intrigué, il enfila rapidement une chemise propre et descendit l'escalier grinçant de sa vieille maison. Sur le pas de sa porte se tenait une jeune femme d'une trentaine d'années, ses cheveux bruns coupés courts encadrant un visage aux traits déterminés. Elle portait une simple blouse blanche et un jean, un stéthoscope dépassant de la sacoche en cuir usé qu'elle tenait à la main. « Monsieur Legrand ?» demanda-t-elle d'une voix claire. « Je suis le docteur Claire Moreau. Le professeur Lambert de la faculté vétérinaire m'envoie pour suivre le cas de votre étalon. » Pierre la dévisagea avec surprise. Le professeur Lambert était l'éminent spécialiste qu'il avait consulté en dernier recours, celui qui lui avait vendu le traitement expérimental qu'il administrait à Espoir depuis une semaine. « Je ne vous attendais pas », admit-il en lui tendant maladroitement la main. « Le professeur ne m'a pas prévenu. » « C'est une décision de dernière minute », expliqua Claire avec un sourire qui adoucit instantanément ses traits. « Le protocole que suit votre cheval est nouveau, et le professeur souhaite un suivi rigoureux. Je suis sa chercheuse associée. » Pierre hocha la tête, partagé entre l'espoir que ce suivi supplémentaire apportait et l'inquiétude face à cette intrusion inattendue. Il avait pris l'habitude de sa solitude, de n'avoir à répondre qu'à lui-même de ses choix, aussi désespérés fussent-ils. « Espoir est dans l'écurie », dit-il finalement en lui faisant signe de le suivre. « Je venais justement lui administrer son traitement matinal. » Ils traversèrent la cour, Claire observant attentivement autour d'elle, notant les signes de négligence qui marquèrent la propriété, mais aussi les efforts visibles pour maintenir certaines zones en état. L'écurie, en particulier, semblait avoir bénéficié de toute l'attention que Pierre pouvait encore offrir. « Vous vivez seul ici ?» demanda-t-elle alors qu'ils approchèrent du bâtiment. « Depuis que ma femme est partie, il y a 8 ans, répondit Pierre laconiquement. Elle n'a pas supporté les difficultés. La vie à la ferme est exigeante même quand tout va bien. Alors quand rien ne va, il laissa sa phrase en suspens, poussant la porte de l'écurie. L'odeur familière de paille fraîche et la pénombre apaisante les accueillirent. Au fond, Espoir était allongé, mais à leur entrée, il releva légèrement la tête, ses oreilles se dressant avec une vivacité qui fit sourire Pierre. « Il a l'air plus alerte aujourd'hui », dit-il avec une fierté à peine dissimulée. C'est son 3e bonjour consécutif. Claire s'approcha du box avec des gestes mesurés, parlant doucement à l'étalon. Elle posa sa sacoche et en sortit une paire de gants qu'elle enfila avant d'entrer dans l'espace confiné, où reposait Espoir. Avec des mouvements experts, elle commença son examen, palpant les muscles de l'animal, vérifiant ses réflexes, écoutant sa respiration et son rythme cardiaque. Pierre observait, silencieux, sentant monter en lui un mélange d'espoir et d'appréhension. La concentration de Claire, la méticulosité de son examen, tout indiquait une professionnelle dévouée. Mais son expression restait indéchiffrable, ne laissant rien transparaître de ses conclusions. Après une vingtaine de minutes d'examen approfondi, elle se redressa et retira ses gants. « Il présente effectivement des signes d'amélioration », déclara-t-elle enfin, provoquant chez Pierre un soulagement si intense qu'il dut s'appuyer contre la porte du box. Ses muscles sont moins atrophiés que ce que les notes du professeur Lambert laissaient supposer, et ses réflexes nerveux semblent se réactiver progressivement. « Alors le traitement fonctionne ?» demanda Pierre, osant à peine croire à cette possibilité. Claire sortit du box et le referma soigneusement avant de répondre. « C'est encore tôt pour l'affirmer avec certitude. La myopathie dégénérative connaît parfois des phases de rémission spontanée avant de reprendre de plus belle. Mais... » Elle marqua une pause, semblant peser soigneusement ses mots.
Il y a des raisons d'être prudemment optimiste. Ces paroles, bien que mesurées, furent comme un baume sur le cœur meurtri de Pierre. Depuis des mois, il n'avait entendu que des pronostics sombres, des conseils d'abandon, des regards de pitié. Qu'une spécialiste reconnue lui parle d'optimisme, même prudent, ravivait une flamme qu'il croyait presque éteinte. « Je vais vous montrer comment lui administrer le traitement », proposa-t-il, soudain désireux de prouver son engagement et sa compétence. Il sortit de sa poche la seringue préparée plus tôt et expliqua à Claire le protocole qu'il suivait scrupuleusement depuis une semaine. La vétérinaire l'observa avec attention, hochant occasionnellement la tête en signe d'approbation. « Vous faites exactement ce qu'il faut », confirma-t-elle une fois la démonstration terminée. « Le professeur Lambert sera impressionné par votre rigueur. » Pierre sentit ses joues s'empourprer sous le compliment, peu habitué à la reconnaissance de ses efforts. « Je ferai tout ce qu'il faut pour le sauver », dit-il simplement. Espoir est spécial. Claire l'invita d'un regard à poursuivre, et Pierre se surprit à partager ce qu'il gardait habituellement pour lui. « Je l'ai acheté il y a 3 ans, lors de la vente forcée du Haras des Fontaines. Il était déjà une légende régionale, avec un palmarès impressionnant en compétition de dressage. Je n'avais pas les moyens, pas vraiment, mais j'ai hypothéqué une parcelle pour l'acquérir. Ma femme venait de partir, la ferme périclitait déjà. C'était de la folie, tout le monde me l'a dit. » Il s'interrompit, caressant doucement le museau d'Espoir qui s'était approché des barreaux du box. « Mais il m'a sauvé, d'une certaine façon, me donné un but, une raison de continuer. Quand la maladie s'est déclarée l'an dernier, j'ai refusé de l'abandonner. Il mérite qu'on se batte pour lui. » Claire écoutait attentivement, son regard passant de l'homme au cheval, observant la connexion évidente entre eux. « Beaucoup auraient à renoncer face aux coups et aux faibles chances, » dit-elle doucement. « Votre détermination est admirable, monsieur Legrand. »« Pierre, » corrigea-t-il avec un léger sourire. « Monsieur Legrand, c'était mon père. » Ils sortirent de l'écurie, laissant Espoir se reposer. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, baignant la ferme d'une lumière qui semblait soudain moins implacable. « Je reviendrai dans 3 jours pour un nouvel examen », annonça Claire en rangeant son matériel dans sa voiture. « D'ici là, continuez exactement comme vous le faites. Et si vous remarquez le moindre changement, appelez-moi immédiatement. » Elle lui tendit une carte professionnelle que Pierre accepta avec une reconnaissance muette. C'était la première fois depuis longtemps qu'il ne se sentait pas seul face à l'adversité. Alors que la Citroën bleue s'éloignait dans un nuage de poussière, Pierre resta immobile, la carte entre ses doigts, un sentiment étrange l'envahissant. Était-ce de l'espoir? Il avait presque oublié à quoi cela ressemblait. Il fut tiré de sa rêverie par le bruit d'un autre véhicule approchant. Cette fois, il reconnut immédiatement la camionnette délabrée de son voisin, Marcel Fournier. Le vieil homme, plus âgé que Pierre d'une bonne quinzaine d'années, était l'un des rares habitants du canton à ne pas avoir cédé aux sirènes de Dufresne et vendu ses terres. « Qui c'était » demanda Marcel sans préambule en descendant de son véhicule. « J'ai croisé une voiture que je ne connais pas. »« Une vétérinaire spécialiste » répondit Pierre. « Elle est venue examiner Espoir, et elle pense qu'il y a du mieux. » Marcel émit un grognement qui aurait pu passer pour du scepticisme, mais Pierre connaissait suffisamment son voisin pour y déceler une forme de satisfaction contenue. « Alors tu avais peut-être raison de t'obstiner, » concéda le vieil homme, « même si tu as dépensé une fortune que tu n'avais pas pour ce cheval. » Pierre haussa les épaules. Les critiques de Marcel n'avaient plus le pouvoir de le blesser. Ils étaient passés au-delà de ça au fil des années, développant une amitié bourrue faite de désaccords exprimés et de soutien tacite. « Je venais te prévenir », poursuivit Marcel, son expression s'assombrissant. « Dufresne a organisé une réunion au conseil municipal hier soir. Il a présenté son projet pour la vallée. Des résidences de luxe, un spa, un parcours de golf, tout le Bataclan. » Pierre sentit son estomac se nouer. Et il a clairement laissé entendre que la ferme des Legrand en ferait bientôt partie, que ce n'était qu'une question de temps avant que tu ne sois forcé de vendre. Le visage de Pierre se durcit. Il peut toujours rêver. Marcel secoua la tête, son regard empreint d'une sagesse née de trop nombreuses batailles perdues. Il a du pouvoir, Pierre, et de l'argent.
Il a convaincu la moitié du conseil que son projet apporterait prospérité et emploi à la région. L'autre moitié, il l'achètera. Pas toi, affirma Pierre avec conviction. Le vieil homme eut un sourire las. Non, pas moi. Mais je suis un vieux fou entêté comme toi. Nous sommes une espèce en voie de disparition, mon ami. Sur ces paroles, il remonta dans sa camionnette, laissant Pierre méditer sur cet avertissement à peine voilé. La menace de Dufresne prenait une nouvelle dimension, dépassant la simple pression individuelle pour s'étendre aux institutions locales. La bataille s'annonçait plus rude encore que prévu. Pierre jeta un regard vers l'écurie où reposait Espoir. Si l'étalon pouvait se battre contre une maladie qui aurait dû l'emporter depuis longtemps, alors lui aussi pouvait résister aux manœuvres d'un promoteur sans scrupules. Fort de cette résolution, il se dirigea vers sa maison, déterminé à préparer sa contre-attaque. Les 3 jours qui suivirent passèrent dans un étrange mélange d'espoir, ravivé, et d'inquiétude grandissante pour Pierre. Chaque matin, il constatait de petites améliorations dans l'état d'Espoir. L'étalon parvenait à se tenir debout plus longtemps, son appétit s'était légèrement accru, et ses yeux avaient retrouvé une partie de leur éclat d'antan. Pierre notait scrupuleusement ses progrès dans un carnet usé, impatient de les partager avec Claire lors de sa prochaine visite. Parallèlement, les nouvelles concernant les manœuvres de Dufresne se multipliaient. Marcel lui rapportait les rumeurs qui circulaient au village. Le promoteur aurait obtenu des autorisations préliminaires pour son projet, et pire encore, aurait pris contact avec la banque qui détenait l'hypothèque de la ferme des Legrand. Pierre tentait de faire bonne figure, mais l'angoisse le rongeait. L'échéance de son prêt approchait inexorablement, et ses caisses étaient désespérément vides. Le matin du 3e jour, Pierre fut réveillé par un hennissement puissant, si différent des faibles manifestations auxquelles Espoir l'avait habitué ces derniers mois, qu'il bondit hors de son lit, craignant qu'un autre cheval ne se soit introduit dans l'écurie. Il s'habilla à la hâte et se précipita dehors, le cœur battant. Lorsqu'il poussa la porte du bâtiment, la scène qui s'offrit à lui le figea sur place. Espoir se tenait debout, majestueux malgré sa maigreur, la tête haute et les oreilles dressées. En l'apercevant, l'étalon hennit de nouveau, secouant sa crinière comme pour affirmer sa présence retrouvée. « Espoir !» murmura Pierre, les larmes aux yeux. « Mon Dieu, Espoir !» Il s'approcha lentement, craignant presque qu'un mouvement brusque ne brise ce miracle. L'animal tendit son museau vers lui, quémandant une caresse que Pierre lui prodigua avec une tendresse infinie. Sous ses doigts, il sentait encore les os saillants, les muscles atrophiés, mais il y avait une nouvelle fermeté, une résistance qui n'existait pas quelques jours auparavant. « Tu reviens de loin, mon beau », chuchota-t-il, sa voix se brisant sous l'émotion. « Tu reviens de si loin. » Les heures suivantes furent consacrées à des soins minutieux. Pierre prépara un mélange spécial d'avoine et de mélasse, tel que recommandé par Claire pour stimuler l'appétit de l'étalon. Il nettoya méticuleusement le box, remplaçant la paille par une litière fraîche et abondante. Il massa longuement les membres d'Espoir, suivant les techniques que la vétérinaire lui avait enseignées. À midi, il entendit le bruit désormais familier de la Citroën bleue remontant l'allée de la ferme. Claire était en avance d'1 heure, mais Pierre en fut ravi. Il sortit de l'écurie, un sourire illuminant son visage habituellement grave. « Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé », lança-t-il sans même attendre que Claire descende complètement de voiture. La jeune femme le regarda avec curiosité, notant l'excitation inhabituelle qui animait le fermier d'ordinaire si réservé. « Espoir est debout », poursuivit Pierre. « Il s'est levé tout seul ce matin, et il a henni comme autrefois, comme s'il revenait à la vie. » Claire sourit, visiblement touchée par l'enthousiasme de Pierre. « Montrez-moi », dit-elle simplement en prenant sa sacoche. Ils entrèrent ensemble dans l'écurie, et Claire s'immobilisa un instant devant le spectacle de l'étalon qui les observait, attentif et alerte, si différent de l'animal mourant qu'elle avait examiné 3 jours plus tôt. Elle s'approcha avec des gestes professionnels, mais Pierre nota l'émerveillement dans son regard. L'examen fut minutieux, plus long encore que le précédent. Claire testait chaque muscle, chaque articulation, mesurait la réactivité des réflexes, écoutait longuement le cœur et les poumons. Lorsqu'elle se redressa enfin,
Son visage affichait une expression que Pierre n'osa pas immédiatement interpréter. « C'est remarquable, dit-elle finalement. Les progrès sont bien au-delà de ce que j'espérais voir. La masse musculaire commence à se reconstituer, la coordination s'améliore, les réflexes nerveux se normalisent. Alors il va guérir ? Demanda Pierre, n'osant toujours pas formuler cet espoir à voix haute. Claire hésita. La myopathie dégénérative reste une maladie incurable selon la littérature médicale actuelle. Mais ce que je vois ici, elle secoua légèrement la tête, comme pour remettre en question ses propres certitudes scientifiques. Ce que je vois dépasse les attentes les plus optimistes du professeur Lambert concernant ce traitement expérimental. Elle sortit son téléphone et prit plusieurs photos d'espoir sous différents angles, puis filma brièvement l'étalon marchand dans son box. Le professeur doit voir ça. Si ces résultats se confirment et peuvent être reproduits, nous pourrions être face à une avancée majeure dans le traitement des myopathies équines. Pierre se sentait étourdi par ce qu'il entendait. Non seulement Espoir avait une chance de survivre, mais son cas pourrait contribuer à sauver d'autres chevaux. Cette pensée le remplit d'une fierté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, déterminé à poursuivre sur cette voie prometteuse. « Continuer le traitement, bien sûr, » répondit Claire en rangeant son équipement. « Mais il est temps d'intensifier sa rééducation. Des promenades quotidiennes, courtes au début puis progressivement plus longues. Des exercices pour renforcer sa musculature, une alimentation encore plus riche pour soutenir sa récupération. » Elle lui tendit une liste détaillée d'instructions qu'elle avait visiblement préparées à l'avance, mais adaptées suite à ce qu'elle venait de constater. « Je reviendrai dans 4 jours pour évaluer sa progression. D'ici là, suivez ce programme à la lettre et appelez-moi au moindre signe de régression. » Pierre hocha la tête, déterminé à se montrer à la hauteur de cette responsabilité. Ils sortirent de l'écurie et s'arrêtèrent près de la voiture de Claire. Un silence confortable s'installa entre eux, brisé seulement par le chant des oiseaux dans les arbres environnants. « C'est une belle propriété », commenta Claire en contemplant le paysage vallonné qui s'étendait au-delà de la ferme. « On sent l'histoire dans ces pierres, dans ces arbres. 5 générations de Legrand y ont vécu. » confirma Pierre avec une pointe de fierté mélancolique. « Mon arrière-arrière-grand-père a planté ces chênes. Mon grand-père a construit cette grange de ses mains. Mon père a agrandi les terres en achetant la parcelle ouest. Et vous ?» demanda doucement Claire. « Quelle est votre contribution à cet héritage ?» La question prit Pierre au dépourvu. Il resta silencieux un moment, réfléchissant sincèrement à ce qu'il avait apporté à la ferme familiale. « J'ai survécu, » dit-il finalement. « J'ai maintenu ce qui existait déjà, du mieux que j'ai pu, malgré les difficultés. Ce n'est pas glorieux, mais c'est déjà quelque chose. » Claire posa une main légère sur son bras, un geste simple, mais dont la chaleur traversa la chemise usée de Pierre jusqu'à sa peau. Ne sous-estimez pas l'importance de la préservation, Pierre. Surtout à notre époque où tout semble éphémère et jetable. Il hocha la tête, touché par cette compréhension inattendue. Claire retira sa main et s'apprêtait à monter dans sa voiture lorsqu'une Range Rover familière apparut au bout du chemin, soulevant un nuage de poussière dans son sillage. « Encore lui », murmura Pierre, son visage s'assombrissant instantanément. « Qui est-ce » demanda Claire, percevant immédiatement la tension qui avait saisi le fermier. « Maxime Dufresne, promoteur immobilier. Il veut ma terre pour construire un complexe de luxe, et il ne recule devant rien pour l'obtenir. » La Range Rover s'arrêta à quelques mètres d'eux. Dufresne en descendit, élégant comme toujours dans son costume sur mesure. Son regard s'attarda sur Claire avec une curiosité non dissimulée avant de se poser sur Pierre. « Je dérange peut-être » demanda-t-il avec une fausse courtoisie. « Je ne savais pas que tu avais de la visite, Pierre. »« Je suis le docteur Moreau » intervint Claire avant que Pierre ne puisse répondre. « Vétérinaire spécialiste. Je suis ici pour suivre l'évolution de l'état de santé d'Espoir. »« Ah, le fameux cheval mourant » répliqua Dufresne avec un sourire condescendant. « J'espère que vous facturez des honoraires raisonnables, docteur. Notre ami Pierre n'est pas en mesure de se ruiner davantage pour une cause perdue. » Claire se raidit visiblement, mais garda un ton professionnel. « Mes honoraires relèvent du secret professionnel, monsieur ?»« Dufresne. Maxime Dufresne,
Mais tout le monde me connaît dans la région. Pas moi, répondit Claire avec un sourire poli mais froid. Quant à l'état d'espoir, il est loin d'être une cause perdue. Au contraire, il montre des signes de rémission tout à fait encourageants. Cette information sembla contrarier Dufresne, bien qu'il s'efforçât de n'en rien laisser paraître. Il se tourna vers Pierre. « Je suis venu t'informer que le conseil municipal a approuvé à l'unanimité la première phase de mon projet pour la vallée. Les travaux commenceront dès le mois prochain sur les terres des Rousseaux. » Pierre encaissa la nouvelle sans broncher, bien qu'elle confirmât ses pires craintes. Les Rousseaux étaient leurs voisins à l'est, et leur ferme constituait un rempart naturel entre ces terres et les développements immobiliers qui grignotaient peu à peu la campagne. « Tu pourras observer de près la transformation de la vallée, poursuivit Dufresne. À moins, bien sûr, que tu ne reconsidères mon offre. Elle tient toujours, tu sais. » Ma réponse reste la même, affirma Pierre, surpris par la fermeté de sa propre voix. Cette terre n'est pas à vendre. Dufresne haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. Comme tu voudras. Mais rappelle-toi que l'échéance de ton prêt approche. J'ai discuté avec ton banquier hier. Pure coïncidence, bien sûr. Il semblait préoccupé par ta situation financière. Cette révélation frappa Pierre comme un coup physique. Que Dufresne soit en contact avec sa banque confirmait ses soupçons. Le promoteur ne se contentait pas d'attendre qu'il soit acculé à la vente. Il orchestrait activement sa chute. Ce genre d'indiscrétion de la part d'un banquier me semble contraire à l'éthique professionnelle, intervint Claire, son indignation à peine contenue. Peut-être Pierre devrait-il en référer à l'autorité de régulation bancaire. Dufresne tourna vers elle un regard froid. Je vous suggère de vous concentrer sur les chevaux malades, docteur. Les affaires des hommes sont souvent plus complexes que la médecine vétérinaire. Et je vous suggère de ne pas sous-estimer mon intelligence ni ma connaissance des lois, monsieur Dufresne, rétorqua Claire sans se démonter. Le harcèlement financier est une forme d'abus qui peut avoir des conséquences judiciaires. Un silence tendu s'installa. Pierre observait cet échange avec stupéfaction, n'ayant jamais vu quiconque tenir tête à Dufresne avec une telle assurance. « Eh bien ?» dit finalement le promoteur en rajustant sa cravate. « Il semble que vous ayez trouvé une alliée de caractère, Pierre. J'espère qu'elle sera encore là quand les choses se compliqueront vraiment. » Sur ces paroles à peine voilées de menaces, il remonta dans son véhicule et s'éloigna, laissant Pierre et Claire dans un silence chargé d'inquiétude. Le départ de Dufresne laissa Pierre et Claire dans un silence pesant. Le fermier fixait le nuage de poussière soulevé par la Range Rover, son visage creusé par des sillons d'inquiétude que Claire n'avait pas remarqués jusqu'alors. « Je suis désolé d'être intervenue, dit-elle finalement. Ce n'était peut-être pas ma place, mais je ne supporte pas ce genre d'intimidation. » Pierre secoua la tête. « Au contraire, personne ne lui tient tête habituellement. Vous l'avez pris au dépourvu. » Un léger sourire éclaira le visage de Claire. Les études vétérinaires m'ont appris à faire face aux grands prédateurs. Les promoteurs immobiliers sans scrupules ne sont finalement pas si différents. Cette remarque arracha un rire inattendu à Pierre, dissipant momentanément la tension. Il se surprit à observer Claire avec un intérêt nouveau. Ce n'était pas seulement sa compétence professionnelle ou sa gentillesse qui l'impressionnait, mais aussi cette force tranquille, cette assurance face à l'adversité. « Vous avez dit que l'échéance de votre prêt approchait, » reprit Claire plus sérieusement. « C'est si critique que ça. » Pierre hésita. Il n'avait pas l'habitude de partager ses problèmes financiers, ayant appris à les porter seul depuis le départ de sa femme. Mais quelque chose dans le regard direct de Claire l'encourageait à la sincérité. « 2 mois, admit-il finalement. J'ai 2 mois pour trouver une somme que je n'ai pas. La sécheresse a détruit mes 3 dernières récoltes. Mes économies sont parties dans les soins d'espoir et l'entretien minimal de la ferme. » Claire hocha la tête, assimilant ces informations sans jugement apparent. « Et si espoir guérit complètement ?» demanda-t-elle. « Serait-ce une solution ?» Pierre n'avait pas osé formuler cette pensée, comme si l'espoir même était une audace dangereuse. « C'était un champion, » répondit-il lentement. « S'il retrouvait ne serait-ce que la moitié de ses capacités, il pourrait valoir une petite fortune. Mais c'est encore tellement incertain. » « Pas si incertain que ça, » affirma Claire avec une conviction qui le surprit. « Je n'ai jamais vu une réponse aussi positive à ce traitement. Le professeur Lambert lui-même sera stupéfait des progrès réalisés en si peu de temps. »
Elle consulta sa montre et parut contrariée. « Je dois malheureusement partir pour une autre consultation, mais je reviendrai après-demain, plus tôt dans la journée. D'ici là, suivez strictement le programme de rééducation. » Elle monta dans sa voiture, mais avant de démarrer, baissa sa vitre pour ajouter « Et Pierre, ne laissez pas Dufresne vous intimider. Des hommes comme lui ne comprennent que la résistance. » Sur ces paroles, elle s'éloigna, laissant Pierre étrangement réconforté malgré les menaces qui pesaient sur lui. Les jours suivants furent consacrés à la rééducation intensive d'Espoir. Suivant méticuleusement les instructions de Claire, Pierre emmenait l'étalon faire de courtes promenades dans le pré adjacent à l'écurie, augmentant progressivement la distance. Chaque jour, Espoir semblait plus fort, plus stable sur ses jambes. Sa démarche, d'abord hésitante, devenait plus assurée. Son regard, plus vif, semblait refléter une conscience retrouvée de sa propre valeur. Le 4e matin, alors qu'il revenait d'une promenade particulièrement réussie, Pierre aperçut Marcel qui l'attendait près de la maison, son visage habituellement impassible marqué par une inquiétude inhabituelle. « Tu as de la visite », annonça le vieil homme dès que Pierre fut à portée de voix. « Le banquier est là depuis une demi-heure. Il t'attend dans la cuisine. » Pierre sentit son cœur s'accélérer. Antoine Mercier, directeur de l'agence locale de la banque régionale, ne se déplaçait jamais en personne, surtout pas à l'improviste. Sa présence ne présageait rien de bon. « Merci d'être resté », dit Pierre en confiant les rênes d'Espoir à son voisin. « Tu peux le ramener à l'écurie ? Je vais voir ce qu'il veut. » Marcel acquiesça silencieusement, observant Pierre se diriger vers la maison d'un pas qu'il s'efforçait de garder ferme. Antoine Mercier était assis à la table de la cuisine, consultant des documents étalés devant lui. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage lisse et aux manières précises qui contrastaient avec la rusticité environnante. Il se leva à l'entrée de Pierre, lui tendant une main molle que le fermier serra par pure politesse. « Monsieur Legrand, merci de me recevoir », commença-t-il d'une voix neutre. « Je suis venu personnellement vous informer d'un changement concernant votre dossier. » Pierre resta silencieux, attendant la suite avec une appréhension croissante. « La banque a décidé d'anticiper l'échéance de votre prêt, » poursuivit Mercier en consultant ses papiers. « En vertu de la clause 17B du contrat, nous sommes en droit d'exiger le remboursement intégral si nous estimons que la garantie hypothécaire est menacée de dévaluation. »« Dévaluation » répéta Pierre, incrédule. « Cette terre vaut plus aujourd'hui qu'au moment où j'ai contracté le prêt. Les projets immobiliers alentours ont fait grimper les prix du foncier. » Mercier eut un sourire sans chaleur. « Justement. Nos experts estiment que la valeur agricole de votre exploitation est compromise par la sécheresse persistante. Sans investissement massif dans l'irrigation et la régénération des sols, cette ferme n'est plus viable économiquement. » Pierre serra les poings sous la table. La manœuvre était transparente. « Et donc ? » « Vous avez 30 jours pour régler l'intégralité du solde restant dû, » annonça Mercier en lui tendant une lettre officielle. « À défaut, nous serons contraints de lancer une procédure de saisie. »« 30 jours au lieu de 60, » murmura Pierre, comprenant soudain l'ampleur du piège qui se refermait sur lui. Et comme par hasard, juste après que Dufresne soit venu vous voir. Le banquier eut un mouvement de recul, visiblement mal à l'aise. Les décisions de la banque ne sont influencées par aucun tiers, monsieur Legrand. Nous agissons uniquement selon nos propres analyses de risque. Bien sûr, répondit Pierre, ne prenant même pas la peine de dissimuler son sarcasme. Et vous dormez bien la nuit, monsieur Mercier ? Le banquier rassembla précipitamment ses documents, visiblement désireux de mettre fin à cette conversation désagréable. Je comprends votre amertume, mais les affaires sont les affaires. Si vous trouvez un acheteur rapidement, vous pourriez même dégager un bénéfice substantiel après remboursement du prêt. Monsieur Dufresne, par exemple, propose un prix au-dessus du marché. « Sortez de chez moi », ordonna Pierre, sa voix dangereusement calme. « Tout de suite. » Mercier ne se fit pas prier, quittant la cuisine d'un pas pressé. Pierre resta immobile jusqu'à ce qu'il entende la voiture du banquier s'éloigner. Puis, dans un accès de rage impuissante, il balaya d'un geste violent les tasses posées sur la table, les envoyant se fracasser contre le mur. Marcel entra à ce moment-là, observant les dégâts sans commentaire. « Mauvaise nouvelle, j'imagine. » Pierre lui tendit la lettre sans un mot. Le vieil homme la parcourut,
ses lèvres se pinçant au fur et à mesure de sa lecture. « 30 jours, dit-il finalement. Les salauds ne te laissent aucune chance. »« C'est Dufresne, » répondit Pierre, la colère cédant progressivement la place à un abattement profond. Il a dû offrir quelque chose à Mercier. Une commission, un pot de vin. Probablement, acquiesça Marcel. Il a des relations partout. Le maire, le conseil municipal, maintenant la banque. Pierre s'effondra sur une chaise, soudain épuisé. « Je ne peux pas réunir cette somme en 30 jours. C'est impossible. » « À moins que... » commença Marcel, hésitant. « À moins que quoi ? À moins que ton cheval ne soit vraiment sur la voie de la guérison, comme tu le prétends. S'il retrouvait sa valeur d'antan. » Pierre secoua la tête. « Même dans le meilleur des cas, Espoir ne sera pas suffisamment rétabli en 1 mois pour être vendu à un prix qui couvrirait ma dette. »« Alors tu vas abandonner ?» demanda Marcel, une pointe de défi dans la voix. « Laisser Dufresne gagner sans combattre ?» Cette question toucha une corde sensible chez Pierre. Il se redressa, une détermination nouvelle illuminant son regard. « Non, mais je vais avoir besoin d'aide. » Le reste de la journée fut consacré à l'élaboration d'un plan. Pierre et Marcel discutèrent des options limitées qui s'offraient à eux, cherchant désespérément une issue à cette situation apparemment sans issue. Lorsque Claire arriva le lendemain matin, elle trouva Pierre à l'entrée de l'écurie, le visage marqué par une nuit sans sommeil mais étrangement résolu. « Vous avez l'air épuisé », remarqua-t-elle immédiatement. « Espoir va bien ?»« Espoir va mieux que jamais », répondit Pierre. « C'est le reste qui s'écroule. » Il lui expliqua la situation en quelques phrases concises, lui montrant la lettre de la banque. Claire l'écouta attentivement, son expression passant de la surprise à l'indignation, puis à une réflexion intense. « C'est clairement une manœuvre coordonnée, » conclut-elle. « Mais peut-être pouvons-nous en tirer avantage. » Pierre la regarda avec surprise. « Comment ça ? Venez voir Espoir d'abord, » proposa-t-elle. « Ensuite, je vous expliquerai. » Ils entrèrent dans l'écurie où l'étalon les accueillit par un hennissement vigoureux. Claire procéda à son examen avec la même minutie que d'habitude, mais Pierre remarqua que ses gestes étaient plus rapides, comme si elle confirmait simplement des observations déjà faites. « C'est remarquable », déclara-t-elle finalement. « Sa masse musculaire a augmenté de façon significative. Ses réflexes sont presque normaux, et sa démarche s'est considérablement améliorée. » Elle sortit son téléphone et prit de nouvelles photos, puis filma Espoir marchant dans son box et même trottant sur quelques mètres. « Le professeur Lambert est enthousiaste à propos de ce cas, » poursuivit-elle. « Il souhaite venir personnellement constater les progrès d'Espoir. Et c'est là que je vois une opportunité. » Pierre l'interrogea du regard. « Le professeur n'est pas seulement un éminent vétérinaire, » expliqua Claire. « C'est aussi un expert reconnu dans le monde équestre, sollicité par les plus grands haras d'Europe. Sa simple opinion sur l'état de santé d'Espoir pourrait faire grimper sa valeur, même avant qu'il ne soit complètement rétabli. » Pierre commençait à entrevoir où elle voulait en venir. « Vous pensez qu'Espoir pourrait être vendu assez cher pour rembourser mon prêt ?» Claire hocha la tête. « Avec la certification du professeur et la documentation de sa guérison miraculeuse, je pense que c'est possible. Mais il y a autre chose. » Elle hésita un instant, comme si elle pesait soigneusement ses prochaines paroles. Le professeur Lambert dirige également une fondation pour la préservation des races équines exceptionnelles. Il rachète parfois des chevaux de valeur pour leur programme de reproduction. Si Espoir les intéresse, il pourrait non seulement l'acquérir à un prix juste, mais aussi vous proposer de le garder ici, dans son environnement familier, contre rémunération. Pour la première fois depuis la visite du banquier, Pierre sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Non seulement il pourrait sauver sa ferme, mais aussi conserver espoir auprès de lui. « Quand le professeur pourrait-il venir ?» demanda-t-il, n'osant pas encore croire à cette possibilité. « Je lui ai déjà parlé de la situation urgente, » répondit Claire. « Il sera là après-demain. » Pierre la regarda avec stupéfaction. « Vous aviez déjà prévu tout ça ?» Claire eut un sourire embarrassé. « Disons que j'avais anticipé que Dufresne ne resterait pas inactif. Je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse si vite, cependant. » Elle s'approcha de lui, posant une main sur son bras dans ce geste de soutien qui lui devenait familier. « Vous n'êtes pas seul dans cette bataille, Pierre.
Les 2 jours qui précédèrent la visite du professeur Lambert furent parmi les plus intenses que Pierre ait vécues depuis longtemps. Avec l'aide de Marcel et de 2 autres voisins qui avaient répondu à son appel, il entreprit de remettre la ferme en état, ou du moins d'en améliorer l'apparence. L'allée fut débarrassée des mauvaises herbes, la cour balayée et déblayée des outils qui y traînaient habituellement. La façade de la maison reçut une couche de peinture fraîche, et même le vieux banc sous le chêne centenaire fut poncé et verni. Mais c'est à l'écurie que Pierre consacra l'essentiel de ses efforts. Chaque planche fut vérifiée, chaque clou enfoncé, chaque surface astiquée, jusqu'à ce que le bâtiment retrouve une partie de sa gloire d'antan. Le box d'espoir fut particulièrement soigné, avec une litière abondante et fraîche, des mangeoires récurées, et même des rideaux installés aux fenêtres pour filtrer la lumière directe du soleil. Espoir lui-même semblait répondre à cette effervescence avec une vigueur renouvelée. Sous la supervision quotidienne de Claire, qui passait désormais plusieurs heures à la ferme, l'étalon suivait un programme de rééducation de plus en plus exigeant. Il trottait maintenant sur plusieurs centaines de mètres sans montrer de signes de fatigue, et sa masse musculaire se reconstituait de jour en jour, redonnant à sa silhouette l'élégance qui avait fait sa réputation. « C'est presque miraculeux », commenta Marcel en observant Pierre faire travailler Espoir dans le petit enclos attenant à l'écurie. « Si on m'avait dit il y a 1 mois que ce cheval se tiendrait ainsi… » Pierre hocha la tête, à la fois fier et anxieux. « Mais sera-ce suffisant pour impressionner le professeur ? Et surtout pour convaincre sa fondation de l'acheter à un prix qui me permettrait de sauver la ferme ? Ce n'est pas seulement une question d'argent pour le professeur Lambert, » intervint Claire qui venait de les rejoindre, une sacoche de médicaments à la main. Il s'intéresse sincèrement à la préservation génétique des lignées exceptionnelles. Et d'après ce que j'ai pu reconstituer, Espoir descend d'une lignée prestigieuse qui remonte aux étalons arabes importés par Napoléon III. Cette information surprit Pierre. Il avait acheté Espoir pour sa valeur intrinsèque, sans trop se préoccuper de son pédigré. « Comment savez-vous cela ?» Claire sourit, visiblement satisfaite de son effet. « J'ai fait quelques recherches dans les registres nationaux. Espoir, de son nom complet, l'Espoir du matin, est le descendant direct de Shahin, un étalon offert par le sultan ottoman en 1855. Sa généalogie est impeccable, même si le haras des Fontaines n'en faisait pas grand cas dans leurs documents de vente. » Pierre assimila cette révélation avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Claire avait manifestement investi un temps considérable dans ses recherches, allant bien au-delà de ses obligations professionnelles. « Merci », dit-il simplement, ne trouvant pas les mots pour exprimer pleinement ce qu'il ressentait. Claire balaya ses remerciements d'un geste. « C'est mon travail d'être taureau. Le professeur Lambert appréciera ces informations. » Mais Pierre n'était pas dupe. Il voyait dans ses yeux la même détermination qu'il ressentait lui-même. Non seulement sauver Espoir, mais aussi préserver cette ferme qui, en si peu de temps, semblait être devenue importante pour elle aussi. Le soir précédant la visite du professeur, après une journée épuisante de préparatifs, Pierre invita Claire à partager un dîner simple à la cuisine. Marcel s'était éclipsé plus tôt, prétextant un engagement, mais Pierre soupçonnait que le vieil homme avait délibérément cherché à les laisser seuls. « Je ne suis pas un grand cuisinier », prévint Pierre en disposant sur la table une soupe de légumes, du pain frais acheté au village et un plateau de fromages locaux. « Mais c'est fait maison. »« C'est parfait », assura Claire en s'asseyant à la table en bois massif qui trônait au centre de la cuisine rustique. Après une journée comme celle-ci, même des rations militaires sembleraient délicieuses. Ils mangèrent d'abord en silence, savourant ce moment de calme après l'agitation de la journée. Par la fenêtre ouverte, les derniers rayons du soleil baignaient la pièce d'une lumière dorée, tandis que le chant des grillons annonçait le crépuscule. « Comment en êtes-vous venu à acheter Espoir ?» demanda finalement Claire, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux. Pierre reposa sa cuillère, réfléchissant à la réponse. « C'était une période difficile, commença-t-il. Ma femme venait de partir. La ferme commençait à péricliter à cause de la sécheresse. Je me sentais à la dérive, je suppose. » Il prit une gorgée d'eau, rassemblant ses souvenirs. « Un jour, j'ai lu dans le journal local que le haras des Fontaines faisait faillite
et organisait une vente aux enchères. Sans vraiment réfléchir, je m'y suis rendu. Je n'avais aucune intention d'acheter quoi que ce soit. J'étais juste curieux, peut-être même jaloux de voir la chute d'un établissement si prestigieux. Claire l'écoutait attentivement, son visage reflétant une compréhension qui encourageait Pierre à poursuivre. Et puis j'ai vu Espoir. Il était nerveux, entouré d'inconnus qui l'examinaient comme une marchandise. Mais il y avait quelque chose dans son regard. Une dignité, une noblesse malgré les circonstances. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai senti... Il s'interrompit, embarrassé par le sentimentalisme de ce qu'il s'apprêtait à dire. « Une connexion », termina doucement Claire. « Comme si vous vous reconnaissiez mutuellement. » Pierre hocha la tête, surpris par cette compréhension intuitive. « Exactement. J'ai levé la main et fait une offre sans même réfléchir aux conséquences. C'était irrationnel, impulsif. Et pourtant, c'était peut-être la décision la plus authentique que vous ayez prise, suggéra Claire. Parfois, c'est dans ces moments d'impulsion que nous sommes le plus fidèles à nous-mêmes. Pierre la regarda avec une nouvelle appréciation. Cette femme qu'il connaissait depuis si peu de temps semblait le comprendre mieux que des personnes qu'il fréquentait depuis des années. « Et vous ?» demanda-t-il. « Comment une vétérinaire aussi talentueuse se retrouve-t-elle à suivre un cas comme celui d'Espoir, dans une ferme perdue comme la mienne ?» Claire sourit, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Le professeur Lambert cherchait quelqu'un pour superviser ce traitement expérimental. J'ai immédiatement proposé ma candidature. Pourquoi ? Parce que je crois en ce que nous faisons ici, répondit-elle simplement. La médecine vétérinaire se concentre trop souvent sur les animaux de compagnie des citadins fortunés ou sur le bétail à haute valeur commerciale. Un cas comme celui d'Espoir, un animal précieux non pour sa valeur marchande mais pour ce qu'il représente pour son propriétaire. C'est plus rare. Et à mes yeux, plus significatif. Elle fit une pause, semblant hésiter avant d'ajouter. Et puis, il y a votre détermination, votre refus d'abandonner malgré les obstacles. C'est inspirant. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Pierre sentit une chaleur inhabituelle l'envahir, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis si longtemps qu'il peinait à le reconnaître. Le moment fut rompu par le bruit d'un moteur au loin. Pierre se leva, soudain alerte, et se dirigea vers la fenêtre. Dans la pénombre grandissante, il distingua les phares d'un véhicule remontant l'allée de la ferme. « Attendez-vous quelqu'un » demanda Claire, percevant immédiatement sa tension. « Non » répondit Pierre, son visage s'assombrissant. « Mais je crains de savoir qui c'est. » Il sortit sur le perron, Claire sur ses talons. La Range Rover de Dufresne s'immobilisa dans la cour, ses phares éblouissants dans l'obscurité naissante. Le promoteur en descendit, mais cette fois, il n'était pas seul. Un homme en costume sombre l'accompagnait, portant une mallette qui évoquait irrésistiblement celle d'un avocat. « Pierre » lança Dufresne avec sa fausse jovialité habituelle. « J'espère que nous ne dérangeons pas. »« Il est un peu tard pour une visite de courtoisie. » répliqua Pierre froidement. « Qu'est-ce que vous voulez » Dufresne s'avança, son sourire ne quittant pas son visage bien que ses yeux restassent froids et calculateurs. « Je voulais simplement te présenter Maître Leroy, dit-il en désignant l'homme à ses côtés. Il s'occupe des aspects juridiques de mon projet pour la vallée. Et il a quelques informations qui pourraient t'intéresser. » L'avocat s'éclaircit la gorge, adoptant un ton professionnellement détaché. « Monsieur Legrand, j'ai le devoir de vous informer que nous avons découvert certaines irrégularités dans les titres de propriété concernant la limite nord de votre exploitation. Il semblerait qu'une portion de terrain que vous considérez comme vôtre appartienne en réalité au domaine public. » Pierre sentit son sang se glacer. La limite nord englobait précisément l'écurie et les pâturages, où Espoir se rétablissait. « C'est absurde, protesta-t-il. Ces terres sont dans ma famille depuis des générations. Les documents officiels que nous avons consultés aux archives départementales indiquent le contraire, poursuivit imperturbablement l'avocat. Une erreur de bornage datant de 1923, jamais rectifiée, a créé cette confusion. Quelle coïncidence, intervint Claire, son ton sarcastique ne laissant aucun doute sur ce qu'elle pensait de cette révélation opportune. Et vous découvrez cela précisément maintenant.
Dufresne lui adressa un regard glacial avant de se tourner à nouveau vers Pierre. « Bien sûr, nous pourrions régler cette question à l'amiable. Je serai prêt à renoncer à toute contestation en échange d'un accord raisonnable concernant l'ensemble de la propriété. » « Vous voulez dire en échange de ma capitulation », traduisit Pierre, la colère remplaçant progressivement la stupeur initiale. « C'est du chantage pur et simple. » Dufresne haussa les épaules avec une élégance étudiée. « Appelle cela comme tu veux, mais réfléchis bien, Pierre. Une bataille juridique pourrait durer des années et te coûter bien plus que tu ne peux te permettre. Alors qu'une vente rapide, à un prix généreux, je crois que vous devriez partir maintenant, » coupa Claire, faisant un pas en avant pour se placer aux côtés de Pierre. « Le professeur Lambert sera là demain matin, et je doute qu'il apprécie de savoir que son patient a été perturbé par des manœuvres d'intimidation à la veille de sa visite. » À la mention du nom de Lambert, Dufresne parut momentanément déstabilisé. Visiblement, cette information était nouvelle pour lui, et il semblait en évaluer rapidement les implications. « Lambert, l'expert équin ?» demanda-t-il, abandonnant pour la première fois son assurance. « Lui-même », confirma Claire. « Il s'intéresse personnellement au cas d'Espoir, un intérêt qui pourrait s'étendre à la préservation de son environnement, y compris cette ferme que vous semblez si déterminé à raser. » Dufresne et son avocat échangèrent un regard, une communication silencieuse qui n'échappa ni à Pierre ni à Claire. « Eh bien, » dit finalement le promoteur, retrouvant sa composition, « nous ne voudrions pas interférer avec une visite si prestigieuse. Nous reprendrons cette discussion plus tard. » Il fit demi-tour, mais avant de remonter dans son véhicule, il ajouta « N'oublie pas, Pierre, 28 jours, c'est tout ce qui te reste. » Lorsque la Range Rover eut disparu dans la nuit, Pierre se tourna vers Claire, l'inquiétude marquant profondément ses traits. « Croyez-vous vraiment que le professeur pourrait s'opposer à Dufresne ?» Claire hésita. « Le professeur Lambert a une influence considérable dans certains cercles, mais je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs. Dufresne est déterminé, et ses accusations sur les limites de propriété sont inquiétantes, même si elles sont probablement fabriquées de toutes pièces. » Elle posa une main réconfortante sur son bras. « Pour l'instant, concentrons-nous sur demain. Une bataille à la fois. » Pierre hocha la tête, reconnaissant pour sa présence et sa force. Ensemble, ils rentrèrent dans la maison, conscients que le lendemain pourrait bien être décisif pour l'avenir d'Espoir et de la ferme des Legrand. L'aube se leva sur la ferme des Legrand, baignant les bâtiments fraîchement rénovés d'une lumière dorée qui leur conférait une dignité retrouvée. Pierre était debout depuis bien avant le lever du soleil, trop nerveux pour dormir. Il avait vérifié l'état d'Espoir, astiqué une dernière fois les cuirs, balayé la cour et préparé du café fort pour se donner du courage. À 8 heures précises, une berline noire aux vitres teintées s'engagea dans l'allée. Pierre, qui guettait depuis la fenêtre de la cuisine, sentit son cœur s'accélérer. Tant d'espoir reposait sur cette visite qu'il avait presque l'impression de suffoquer sous leur poids. La voiture s'arrêta dans la cour et Claire en descendit la première, élégante dans un tailleur sobre qu'il ne lui avait jamais vu porter. Elle lui adressa un sourire encourageant avant de se tourner pour ouvrir la portière au professeur Lambert. L'homme qui émergea du véhicule n'était pas du tout ce à quoi Pierre s'attendait. Petit, replet, avec une barbe blanche soigneusement taillée et des lunettes rondes qui lui donnaient l'air d'un gnome bienveillant, le professeur Antoine Lambert semblait tout droit sorti d'un conte de fées plutôt que d'une prestigieuse faculté vétérinaire. « Monsieur Legrand, je présume ?» lança-t-il d'une voix étonnamment forte pour sa stature. « Enchanté de faire votre connaissance. Claire m'a beaucoup parlé de vous et de votre remarquable étalon. » Il lui serra vigoureusement la main, ses yeux pétillants d'intelligence scrutant Pierre comme s'il évaluait sa solidité. « Professeur Lambert, c'est un honneur, » répondit Pierre, déstabilisé par cette personnalité inattendue. « Merci d'avoir fait le déplacement. »« Allons, allons » balaya le professeur d'un geste de la main. « C'est moi qui devrais vous remercier. Un cas comme celui d'Espoir est une opportunité scientifique exceptionnelle. Et puis, j'ai toujours eu un faible pour les belles histoires de résurrection. » Claire s'approcha, portant une mallette médicale que Pierre supposa être celle du professeur. « Si vous le permettez, Pierre, nous aimerions examiner Espoir immédiatement. Le professeur a un avion à prendre en fin d'après-midi. » Pierre acquiesça et les conduisit vers l'écurie.
En chemin, le professeur s'arrêtait régulièrement pour observer les alentours, commentant la qualité de la terre, la disposition des bâtiments, la vue sur la vallée. Son regard expert semblait tout absorber, évaluant bien plus que la simple valeur esthétique des lieux. Lorsqu'ils entrèrent dans l'écurie, Espoir les accueillit par un hennissement sonore qui fit sourire le professeur. « Ah, voilà une voix qui ne trahit pas la maladie », commenta-t-il en s'approchant du box. « Bonjour mon beau. Voyons voir ce miracle dont on me parle tant. » L'examen qui suivit fut d'une minutie impressionnante. Le professeur Lambert ne se contenta pas d'observer et de palper. Il fit sortir Espoir dans l'enclos, lui fit exécuter divers mouvements, tester sa démarche, sa souplesse, ses réflexes. Claire l'assistait avec une efficacité silencieuse, anticipant ses demandes et lui fournissant instruments et médicaments avant même qu'il ne les réclame. Pierre observait, oscillant entre espoir et appréhension. Il notait chaque froncement de sourcils, chaque hochement de tête du professeur, tentant désespérément d'y lire des signes favorables ou défavorables. Après près de 2 heures d'examen approfondi, le professeur Lambert retira ses gants et s'adressa enfin à Pierre. « Monsieur Legrand, je dois reconnaître que le cas d'Espoir est tout à fait remarquable. La réponse au traitement expérimental dépasse nos attentes les plus optimistes. Non seulement la dégénérescence musculaire semble stopper, mais nous observons une régénération active, ce qui était considéré comme impossible jusqu'à présent. » Pierre sentit un immense soulagement l'envahir, mais le professeur leva une main, tempérant son enthousiasme. Cependant, il reste fragile. La guérison n'est pas complète, et ne le sera peut-être jamais entièrement. Espoir ne retrouvera probablement pas le niveau de performance qui était le sien avant la maladie. Mais il vivra ? Demanda Pierre, pour qui cette question primait sur toute autre considération. Le professeur sourit, visiblement touché par cette préoccupation. Oui, monsieur Legrand. Avec les soins appropriés, je pense qu'Espoir vivra encore de nombreuses années et avec une qualité de vie tout à fait acceptable. Claire, qui était restée silencieuse jusque-là, intervint. Professeur, pensez-vous qu'Espoir pourrait intéresser la Fondation ? Lambert caressa sa barbe, pensif. J'y réfléchissais justement. Sa lignée est exceptionnelle, comme vous me l'avez indiqué. Et ce cas de rémission pourrait être génétiquement significatif. Il faudrait des tests supplémentaires, bien sûr, mais... Il se tourna vers Pierre. Monsieur Legrand, seriez-vous disposé à envisager une collaboration avec la Fondation pour la préservation du patrimoine équin ? Nous pourrions acquérir Espoir, à un prix juste, bien entendu, tout en vous permettant de le garder ici, dans son environnement familier. Vous deviendriez en quelque sorte son gardien officiel, rémunéré pour ses soins, tout en participant à notre programme de reproduction sélective. Pierre sentit une vague d'émotion le submerger. C'était exactement ce qu'il avait espéré, mais qu'il n'avait osé croire possible. Ce serait idéal, parvint-il à articuler. Mais il y a un problème d'urgence. La banque a avancé l'échéance de mon prêt. Il me reste moins d'1 mois pour trouver une somme considérable, sinon je perds la ferme. Le professeur fronça les sourcils. Quelle coïncidence étrange, juste au moment où votre cheval montre des signes de guérison. Ce n'est pas une coïncidence, intervint Claire. Un promoteur immobilier local, Maxime Dufresne, veut acquérir ces terres pour un projet de complexe touristique. Il semble avoir fait pression sur la banque pour précipiter les choses. Lambert écouta attentivement, son expression devenant de plus en plus grave. Je vois, et je suppose que ce monsieur Dufresne ne se soucie guère du bien-être d'Espoir ou de la préservation du patrimoine rural. Il a suggéré de le faire abattre, confirma Pierre, la colère perçant dans sa voix au souvenir de cette conversation. Le professeur Lambert sembla méditer cette information un moment, puis hocha la tête comme s'il prenait une décision. Eh bien, la Fondation n'a pas pour habitude de se précipiter dans ses acquisitions, mais je crois que nous pouvons faire une exception dans ce cas. Dites-moi, monsieur Legrand, quelle somme exactement devez-vous à la banque ? Pierre lui donna le chiffre, une somme qui lui avait semblé insurmontable jusqu'à présent. Le professeur ne s'ya pas. Je vais contacter notre conseil d'administration dès aujourd'hui. Avec leur accord, nous pourrions établir un contrat préliminaire d'ici la fin de la semaine et procéder à un premier versement qui vous permettrait de régler votre dette bancaire. Pierre le fixa, incrédule. Vous feriez ça ? Ce n'est pas de la charité, monsieur Legrand.
précisa Lambert avec un sourire malicieux. C'est un investissement dans une lignée génétique exceptionnelle et dans la recherche sur les myopathies équines. Votre collaboration et celle d'Espoir valent largement cette somme pour nous. Claire rayonnait littéralement, son regard passant du professeur à Pierre avec une joie non dissimulée. « Merci, professeur. Je ne sais pas quoi dire, » balbutia Pierre, submergé par l'émotion. « Ne me remerciez pas encore. Il me faut l'accord du conseil, même si je ne doute pas de l'obtenir. En attendant, poursuivez le traitement exactement comme vous l'avez fait jusqu'à présent. » Claire continuera à superviser les soins. Ils retournèrent vers la maison, discutant des détails pratiques de cette collaboration potentielle. Le professeur semblait particulièrement intéressé par les installations de la ferme, posant des questions précises sur l'approvisionnement en eau, la qualité des pâturages, les possibilités d'aménagement d'une petite clinique équine. Alors qu'ils approchaient de la berline, prêts à raccompagner le professeur, le bruit d'un moteur puissant attira leur attention. La Range Rover de Dufresne remontait l'allée à vive allure, soulevant un nuage de poussière qui fit tousser le professeur Lambert. « Ah !» commenta ce dernier en essuyant ses lunettes. « Je présume que voilà notre promoteur impatient. » Dufresne freina brusquement à quelques mètres d'eux, descendit de son véhicule et s'avança d'un pas déterminé, ignorant délibérément Claire et Pierre pour s'adresser directement au professeur. « Professeur Lambert ? Maxime Dufresne, Dufresne Développement, » se présenta-t-il avec une assurance affichée. « Quel plaisir de rencontrer une sommité comme vous dans notre modeste région. » Le professeur Lambert toisa l'homme avec une froideur polie. « Monsieur Dufresne, j'ai entendu parler de vous. »« En bien, j'espère, » répliqua Dufresne avec un rire forcé. « Je suis un grand admirateur de vos travaux. En fait, j'envisageais justement d'intégrer un centre équestre haut de gamme à mon projet pour la vallée. Peut-être pourrions-nous discuter d'une éventuelle collaboration ?» Le professeur Lambert haussa un sourcil. « Une collaboration ? Intéressant. Vous semblez pourtant déterminé à détruire l'habitat naturel d'un spécimen équin exceptionnel que ma fondation s'apprête à acquérir. » Le sourire de Dufresne vacilla imperceptiblement. « Vous parlez d'espoir, mais ce cheval est malade, condamné même, d'après ce que j'ai compris. »« Vous êtes mal informé, » répondit sèchement Lambert. « Espoir présente une rémission remarquable qui constitue une percée scientifique majeure. La Fondation pour la préservation du patrimoine équin va non seulement l'acquérir, mais également investir dans cette ferme pour en faire un site de recherche et de reproduction. » Dufresne pâlit visiblement, son regard passant rapidement de Lambert à Pierre, puis à Claire. « Je vois, » dit-il finalement, s'efforçant de maintenir son assurance. « Mais la ferme des Legrand est grevée d'une lourde hypothèque, et il existe certaines irrégularités concernant les limites de propriété. »« Vraiment ?» répliqua le professeur Lambert. « Quelle coïncidence que ces irrégularités n'apparaissent que maintenant, après tant d'années. Je suis certain que nos avocats seront fascinés par cette situation. La Fondation dispose d'une équipe juridique remarquablement tenace quand il s'agit de protéger ses intérêts. » Le message était clair, et Dufresne, malgré son arrogance habituelle, sembla en saisir toutes les implications. Son visage se durcit, abandonnant toute prétention de cordialité. « Ne pensez pas que c'est terminé, » lança-t-il à Pierre. « Ce n'est qu'un contretemps. » Sur ces paroles, il tourna les talons et remonta dans sa Range Rover, démarrant en trombe dans un nuage de poussière et de gravier projeté. Le professeur Lambert épousseta tranquillement sa veste, comme si cette altercation n'avait été qu'un léger désagrément. « Un homme charmant, » commenta-t-il avec une ironie mordante. « Il me rappelle certains parasites équins que j'ai étudiés. Tenaces, mais finalement inoffensifs quand on applique le bon traitement. » Pierre et Claire échangèrent un regard où le soulagement se mêlait à une prudente euphorie. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être même des mois, l'avenir semblait s'éclaircir. Les jours qui suivirent la visite du professeur Lambert apportèrent un mélange d'espoir retrouvé et d'anxiété persistante à la ferme des Legrand. Pierre oscillait entre l'euphorie lorsqu'il contemplait les progrès quotidiens d'espoir et l'inquiétude quand il pensait à la promesse encore non concrétisée de la Fondation et aux menaces à peine voilées de Dufresne. 3 jours après le départ du professeur, Claire arriva à la ferme, portant une épaisse enveloppe cachetée du sceau officiel de la Fondation pour la préservation du patrimoine équin. Pierre,
qui travaillait dans l'enclos avec espoir, sentit son cœur s'accélérer à la vue de ce document qui pourrait soit concrétiser ses espoirs, soit les anéantir définitivement. « Le professeur m'a demandé de vous l'apporter en personne », expliqua Claire, lui tendant l'enveloppe. « Il tenait à ce que vous l'examiniez avant de prendre votre décision. » Pierre s'essuya les mains sur son jean avant de prendre le document. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait un contrat préliminaire détaillant les termes de l'acquisition d'Espoir par la Fondation. Pierre le parcourut rapidement, son visage s'éclairant au fur et à mesure de sa lecture. « C'est généreux », murmura-t-il, presque incrédule. « Bien plus que ce à quoi je m'attendais. » Claire sourit, visiblement soulagée par sa réaction. Le professeur Lambert a beaucoup insisté auprès du conseil d'administration. Il croit sincèrement qu'Espoir représente un cas exceptionnel, tant du point de vue génétique que médical. Le contrat stipulait que la Fondation achèterait Espoir pour une somme largement suffisante pour rembourser l'intégralité du prêt bancaire de Pierre, avec même un excédent confortable. Mais ce qui touchait Pierre plus encore, c'étaient les clauses concernant l'avenir. Espoir resterait à la ferme, qui deviendrait un site satellite de la Fondation pour la recherche et l'élevage. Pierre serait employé comme gardien officiel, avec un salaire qui, sans être extravagant, lui assurerait une stabilité qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Il y a également ceci », ajouta Claire, en sortant une seconde enveloppe de son sac. Une lettre d'intention de la Fondation accompagnée d'un chèque d'acompte. Le professeur a pensé que vous pourriez en avoir besoin rapidement, pour calmer certaines inquiétudes bancaires. Pierre ouvrit cette seconde enveloppe et découvrit un chèque dont le montant le fit vaciller. C'était exactement la somme nécessaire pour régler son échéance imminente et obtenir un répit. « Je ne sais pas quoi dire », admit-il, la voix nouée par l'émotion. « Un simple merci suffira », répondit Claire avec douceur. « Et peut-être une tasse de café. Le trajet jusqu'ici est long, et j'ai encore plusieurs points à discuter avec vous concernant le protocole de soins d'Espoir. » Ils se dirigèrent vers la maison, Pierre tenant précautionneusement les documents comme s'ils étaient faits de cristal. Dans la cuisine, il prépara du café tandis que Claire s'installait à la table, sortant d'autres papiers de son sac. Le professeur a également élaboré un programme de rééducation intensif pour Espoir, expliqua-t-elle en étalant des diagrammes et des fiches détaillées. Sa guérison est remarquable, mais nous devons maintenant nous concentrer sur le renforcement musculaire et la récupération des fonctions motrices fines. Pierre observait les documents par-dessus son épaule, admirant la précision scientifique qui s'y déployait. Ce faisant, il était intensément conscient de la proximité de Claire, du parfum léger de son shampoing, de la courbe gracieuse de sa nuque, alors qu'elle se penchait sur les papiers. « Je viendrai 3 fois par semaine pour superviser les exercices les plus techniques, » poursuivit-elle, apparemment inconsciente de son trouble. « Pour le reste, vous suivrez ce planning quotidien. Si tout se passe bien, Espoir pourrait retrouver jusqu'à 80% de ses capacités d'origine d'ici 6 mois. C'est miraculeux, » murmura Pierre, autant pour la perspective de guérison d'Espoir que pour le tournant inattendu que prenait sa propre vie. « La science a parfois des allures de miracle, » concéda Claire avec un sourire. « Mais n'oubliez pas que c'est votre détermination qui a rendu tout cela possible. Sans votre refus d'abandonner, Espoir ne serait plus là. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Pierre eut l'impression fugace que Claire allait ajouter quelque chose de plus personnel, mais le moment fut brisé par le bruit d'un véhicule s'arrêtant devant la maison. « Attendez-vous quelqu'un » demanda Claire, soudain alerte. Pierre secoua la tête, une inquiétude familière l'envahissant à nouveau. Il se leva pour regarder par la fenêtre, s'attendant presque à voir la Range Rover de Dufresne. À sa grande surprise, c'était la camionnette du facteur, un événement suffisamment rare à la ferme pour être notable. « C'est juste le courrier », dit-il soulagé. Il sortit récupérer l'enveloppe que le facteur lui tendait. En revenant dans la cuisine, il l'examina avec curiosité. Elle portait l'entête officielle de la mairie de Saint-Marcel. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire, percevant son changement d'expression. Pierre ouvrit l'enveloppe et en sortit un document administratif qu'il parcourut rapidement, son visage s'assombrissant au fil de sa lecture.
Une convocation pour une réunion extraordinaire du conseil municipal, expliqua-t-il, la voix tendue. Apparemment, il y a une demande d'expropriation partielle concernant ma propriété, pour cause d'utilité publique. Ils prétendent avoir besoin d'une bande de terrain traversant mes pâturages pour installer une nouvelle canalisation d'eau qui desservirait le futur complexe touristique. Claire se leva, indignée. C'est manifestement une manœuvre de Dufresne. Il cherche un autre angle d'attaque. Sans doute, confirma Pierre, relisant attentivement le document. La réunion est prévue pour après-demain. Si cette demande est approuvée, cela pourrait compromettre l'intégrité de la ferme et potentiellement l'accord avec la fondation. Claire réfléchit un instant, puis prit son téléphone. « Je vais appeler le professeur Lambert immédiatement. Il doit être informé de ces développements. La fondation a des juristes spécialisés dans ce type de situation. » Pendant qu'elle s'éloignait pour passer son appel, Pierre s'assit lourdement, contemplant le contraste saisissant entre les documents d'espoir de la fondation et cette nouvelle menace bureaucratique. La bataille n'était pas terminée, loin de là. Claire revint quelques minutes plus tard, l'air déterminé. Le professeur est furieux. Il envoie dès demain matin l'avocat principal de la fondation, Maître Belmont. C'est apparemment un spécialiste des questions de préservation du patrimoine rural et des contentieux d'expropriation. Pierre hocha la tête, reconnaissant mais toujours inquiet. Dufresne a des appuis solides au conseil municipal. Certains membres sont même impliqués financièrement dans son projet. Raison de plus pour ne pas y aller seul, affirma Claire avec fermeté. Je serai là aussi, ainsi que le professeur Lambert qui fera le déplacement spécialement. Il tient à faire comprendre à tout le monde que la fondation ne se laissera pas intimider. Cette solidarité inattendue réchauffa le cœur de Pierre. Après des années de lutte solitaire, se retrouver soudain entouré d'alliés aussi déterminés que compétents était une sensation étrange, mais profondément réconfortante. « Merci », dit-il simplement. « Pour tout. » Claire lui sourit, ce sourire lumineux qui semblait éclairer toute la pièce. « Ne me remerciez pas. C'est votre combat. Nous ne faisons que vous épauler. Et puis… » Elle s'interrompit, semblant peser ses mots. « Et puis » l'encouragea doucement Pierre. « Et puis, je me suis attaché à cet endroit », admit-elle en rougissant légèrement. « À espoir, bien sûr, mais aussi à cette ferme, à ce qu'elle représente. Un mode de vie en harmonie avec la nature, enraciné dans l'histoire, tourné vers la préservation plutôt que vers l'exploitation. » Pierre la regardait, captivé par cette passion qui irradiait d'elle. « Vous aussi, vous faites partie de ce à quoi je me suis attaché, » ajouta-t-elle dans un murmure à peine audible avant de se ressaisir brusquement. « Professionnellement parlant, bien sûr, votre cas est fascinant d'un point de vue vétérinaire. » Un silence chargé de non-dits s'installa entre eux jusqu'à ce que Claire se lève, rassemblant précipitamment ses documents. « Je devrais y aller, » annonça-t-elle. « J'ai d'autres visites à faire aujourd'hui. Je reviendrai demain pour superviser la session d'exercice d'espoir et préparer la réunion au conseil municipal. » Pierre l'accompagna jusqu'à sa voiture, conscient qu'un seuil avait été franchi dans leur relation, même si aucun d'eux n'était prêt à le nommer explicitement. « À demain alors », dit-il en lui ouvrant la portière. Elle hocha la tête, puis, dans un geste spontané qui les surprit tous les deux, se pencha pour déposer un baiser léger sur sa joue. « Courage, Pierre, nous traverserons cette épreuve ensemble. » Alors qu'elle s'éloignait, Pierre resta immobile, sa main effleurant inconsciemment l'endroit où les lèvres de Claire avaient touché sa peau. Une chaleur se répandait en lui, un sentiment qu'il croyait avoir oublié depuis longtemps. La sonnerie de son téléphone l'arracha à sa rêverie. C'était Marcel. « Pierre, je viens d'apprendre pour la convocation du conseil municipal. Ces chacals vont essayer de te grignoter morceau par morceau. »« Je sais, » répondit Pierre. « Mais cette fois, je ne serai pas seul face à eux. La fondation du professeur Lambert va m'envoyer un avocat et Claire sera là aussi. »« Je viendrai également, » affirma Marcel de sa voix bourrue. « Et pas seulement moi. J'ai parlé aux Dubois, aux petits et même aux vieux Moreau. Nous serons tous là pour témoigner que cette histoire de canalisation n'est qu'un prétexte pour favoriser Dufresne. » Pierre sentit sa gorge se nouer. « Merci Marcel, je ne m'attendais pas à un tel soutien. »« Bah !» grommela le vieil homme, manifestement embarrassé par cette effusion de sentiments. « On est peut-être une espèce en voie de disparition.
mais on n'est pas encore éteint. Les fermiers de la vallée se serrent les coudes. Après avoir raccroché, Pierre se dirigea vers l'écurie pour s'occuper d'Espoir. L'étalon l'accueillit par un hennissement joyeux, trottant vers lui avec une aisance qui aurait semblé impossible quelques semaines plus tôt. « Tu as entendu ça, mon beau ?» lui dit Pierre en caressant son encolure. « Nous ne sommes plus seuls dans cette bataille. » Espoir frotta sa tête contre l'épaule de Pierre, comme pour lui signifier qu'il l'avait toujours su. Le jour de la réunion du conseil municipal arriva avec une tension palpable qui semblait envelopper toute la vallée. Pierre passa la matinée avec Espoir, puisant dans la présence apaisante de l'étalon le courage dont il aurait besoin pour affronter Dufresne et ses alliés. L'animal, comme s'il percevait l'importance de ce jour, se montra particulièrement vif et réactif, exécutant à la perfection les exercices que Claire lui avait prescrits. Vers midi, une berline noire familière remonta l'allée de la ferme. Pierre, qui attendait sur le perron, sentit son cœur s'accélérer en voyant Claire en descendre, suivi du professeur Lambert et d'un homme élancé en costume sombre qu'il supposa être Maître Belmont, l'avocat de la Fondation. Pierre le salua chaleureusement Claire. « Je vous présente Maître Philippe Belmont, conseiller juridique principal de la Fondation. » L'avocat lui serra la main avec une poigne ferme. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard perçant qui semblait analyser instantanément chaque détail de son environnement. « Monsieur Legrand, enchanté. Le professeur Lambert m'a exposé votre situation. Soyez assuré que la Fondation prend cette affaire très au sérieux. » Pierre les invita à entrer, et ils s'installèrent dans la cuisine où Marcel les rejoignit peu après. Pendant que Claire préparait du café, Maître Belmont étala plusieurs dossiers sur la table. « J'ai examiné attentivement la demande d'expropriation. » commença-t-il sans préambule. « C'est juridiquement fragile, pour ne pas dire absurde. Le tracé proposé pour cette prétendue canalisation d'eau traverserait votre propriété de manière particulièrement préjudiciable, alors que des alternatives bien plus logiques existent. » Il pointa du doigt une carte cadastrale de la région. Ici et ici, des chemins communaux existants pourraient parfaitement accueillir ces canalisations sans nécessité d'expropriation. Le choix délibéré de passer par vos terres révèle clairement l'intention sous-jacente. Vous fragilisez pour faciliter une acquisition ultérieure. Le professeur Lambert hochait vigoureusement la tête. C'est une tactique classique. Diviser pour mieux régner, ou plutôt, dans ce cas, morceler pour mieux acheter. « Comment allons-nous procéder ?» demanda Pierre, impressionné par la clarté de l'analyse, mais toujours inquiet. « Frontalement, » répondit Maître Belmont avec un sourire confiant. « Nous allons confronter le conseil municipal avec les faits, les incohérences du dossier et les alternatives évidentes. J'ai également préparé un dossier sur le partenariat entre votre ferme et la Fondation, démontrant l'intérêt scientifique et patrimonial de préserver l'intégrité de votre propriété. » Claire, qui les écoutait attentivement tout en servant le café, ajouta « Et n'oublions pas la mobilisation des habitants. Marcel a fait un travail remarquable. » Le vieil homme grommela modestement, mais Pierre pouvait voir la fierté dans ses yeux. Une vingtaine de fermiers et résidents de longue date seront présents, tous opposés au projet de Dufresne et à cette expropriation bidon. Ils passèrent l'heure suivante à peaufiner leur stratégie. Maître Belmont préparant Pierre aux questions qu'il pourrait avoir à affronter. À 14 heures précises, ils se dirigèrent vers la mairie dans un petit convoi de 3 véhicules. La berline du professeur, la camionnette de Marcel et celle de Pierre, avec Claire à ses côtés. « Nerveux ?» demanda-t-elle doucement alors qu'ils approchèrent du village. « Étrangement non », répondit Pierre. « Il y a encore quelques semaines, j'affrontais tout seul un avenir sans espoir. Aujourd'hui, je me bats aux côtés d'alliés que je n'aurais jamais osé espérer, pour une ferme qui a retrouvé sa raison d'être. » Il jeta un bref regard vers Claire, dont le profil délicat se découpait contre la lumière dorée de l'après-midi. « Et je ne suis plus seul. » Elle tourna la tête vers lui, un sourire illuminant son visage. « Non, vous ne l'êtes plus. » La mairie de Saint-Marcel était un bâtiment ancien aux proportions harmonieuses, dominé par une horloge qui sonnait les heures depuis plus de 2 siècles. Sur la place, Pierre fut stupéfait de voir le nombre de personnes rassemblées. Non seulement les fermiers mobilisés par Marcel,
mais aussi d'autres habitants du village qu'il connaissait à peine, tous venus apparemment pour soutenir sa cause. « On dirait que votre cas est devenu symbolique », commenta Claire. « La résistance du petit face au puissant. »« David contre Goliath », murmura Pierre, touché par cette mobilisation inattendue. Ils entrèrent dans la salle du conseil, déjà presque pleine. Dufresne était assis au premier rang, entouré d'hommes en costume qui devaient être ses avocats et conseillers. Il se tourna à leur arrivée, et Pierre ne put s'empêcher de noter la surprise qui traversa son visage à la vue du professeur Lambert et de maître Belmont. Le maire, un homme corpulent au visage congestionné nommé Roland Dupuis, appela la séance à l'ordre. C'était un allié connu de Dufresne, mais il semblait mal à l'aise face à l'affluence inhabituelle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner une demande d'utilité publique concernant l'installation d'une canalisation d'eau desservant le futur complexe touristique des Hauts de Saint-Marcel, annonça-t-il d'une voix qui s'efforçait de paraître officielle. Monsieur Dufresne, en tant que porteur du projet, vous avez la parole. Dufresne se leva, lissa sa cravate et adressa à l'Assemblée son sourire le plus charmeur. Mesdames et messieurs les conseillers, chers concitoyens, commença-t-il. Le projet que je défends depuis maintenant 2 ans représente une opportunité unique de revitalisation pour notre belle région. Des emplois, du tourisme, de la prospérité pour tous. Il déroula son argumentaire avec l'aisance d'un homme habitué aux présentations publiques, expliquant comment la canalisation en question était essentielle au projet et comment le tracé proposé avait été soigneusement étudié par des experts. Nous avons proposé une compensation généreuse à Monsieur Legrand, conclut-il, bien supérieure à la valeur marchande de la parcelle concernée. Son refus nous contraint malheureusement à recourir à cette procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maire hocha la tête avec approbation. Merci, Monsieur Dufresne. Monsieur Legrand, souhaitez-vous répondre ? Pierre s'apprêtait à se lever quand maître Belmont posa une main sur son bras. Permettez-moi d'intervenir d'abord, murmura-t-il. Pierre acquiesça, et l'avocat se leva avec une assurance tranquille. Monsieur le maire, membre du conseil, je suis maître Philippe Belmont, représentant la Fondation pour la préservation du patrimoine équin, présidée par le professeur Lambert, ici présent. Un murmure parcourut l'assemblée. La réputation du professeur n'était pas inconnue, même dans ce coin reculé. La Fondation a récemment conclu un partenariat avec Monsieur Legrand concernant l'étalon exceptionnel connu sous le nom d'Espoir, un spécimen présentant un intérêt scientifique et génétique majeur. Il exposa succinctement le projet de la Fondation, l'importance d'Espoir dans la recherche sur les myopathies équines et l'intention de faire de la ferme des Legrand un centre satellite de recherche et d'élevage. Ce partenariat, poursuivit-il, représente non seulement une opportunité scientifique, mais aussi un rayonnement culturel et éducatif pour votre commune. Des chercheurs, des étudiants, des passionnés d'équitation viendraient régulièrement à Saint-Marcel, générant une activité économique substantielle mais respectueuse de l'environnement et du patrimoine local. Il marqua une pause, laissant ses paroles imprégner les esprits, avant d'aborder frontalement la question de l'expropriation. Concernant cette demande d'expropriation, permettez-moi d'être direct. Elle ne résiste pas à l'analyse juridique la plus élémentaire. Avec une précision chirurgicale, il démonta point par point l'argumentaire de Dufresne, démontrant l'existence d'alternatives évidentes, l'incohérence du tracé proposé, et surtout, l'absence de véritable nécessité publique. Ce n'est pas l'intérêt général qui est en jeu ici, conclut-il, mais l'intérêt privé d'un promoteur qui, n'ayant pu acquérir une propriété convoitée, tente maintenant de la dévaloriser par des moyens détournés. Un silence pesant s'abattit sur la salle lorsqu'il se rassit. Le maire, visiblement déstabilisé, chercha du regard le soutien de Dufresne, qui affichait maintenant une expression glaciale. « Ces accusations sont graves, maître », intervint l'un des avocats de Dufresne en se levant. « Mon client pourrait envisager des poursuites pour diffamation. »« Je vous en prie », répliqua maître Belmont avec un sourire sardonique. La Fondation dispose d'une équipe juridique particulièrement aguerrie au contentieux. Nous serions ravis d'explorer en détail, dans le cadre d'une procédure publique, les méthodes d'acquisition foncière de M. Dufresne. L'avocat adverse se rassit, mal à l'aise. Le maire, tentant de reprendre le contrôle de la situation, se tourna vers Pierre. « Monsieur Legrand, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Pierre se leva,
surpris de constater qu'il n'éprouvait plus la nervosité qu'il redoutait. Il regarda autour de lui, croisa le regard encourageant de Claire, celui complice de Marcel, et sentit une force nouvelle l'habiter. « Je voudrais simplement dire ceci », commença-t-il d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de la salle. « Cette ferme n'est pas qu'un morceau de terre pour moi. C'est l'héritage de 5 générations, c'est ma vie, et c'est désormais un lieu qui pourrait contribuer à la science et à la préservation d'un patrimoine qui nous concerne tous. » Il se tourna vers l'assemblée, vers ces visages familiers ou inconnus qui étaient venus le soutenir. Saint-Marcel n'a pas besoin d'être transformé en parc d'attractions pour prospérer. Notre richesse est dans nos terres, dans nos traditions, dans notre façon de vivre en harmonie avec la nature. Le projet de la Fondation respecte cela, tout en apportant innovation et ouverture sur le monde. Des applaudissements spontanés éclatèrent dans la salle, surprenant Pierre lui-même. Le maire tenta de rétablir l'ordre, mais la tendance était claire. L'opinion publique avait choisi son camp. Dufresne, comprenant que la situation lui échappait, se leva brusquement. « Cette mascarade a assez duré », lança-t-il avec mépris. « Il est évident que cette réunion a été noyautée par des opposants à mon projet. Je demande l'ajournement du vote jusqu'à ce qu'une expertise indépendante puisse être menée. » Le maire, visiblement soulagé par cette porte de sortie, s'empressa d'acquiescer. La proposition me semble raisonnable. Le Conseil reporte sa décision dans l'attente d'éléments complémentaires. Des protestations s'élevèrent dans la salle, mais le maire frappa énergiquement de son marteau, déclarant la séance levée. Tandis que la foule se dispersait lentement, Pierre, Claire, le professeur Lambert et maître Belmont se regroupèrent dans un coin de la salle. « Ce n'est pas une victoire complète », admit l'avocat, « mais c'est un répit significatif. » Dufresne a compris qu'il ne pourrait pas faire passer son projet en force aujourd'hui. Il reviendra avec d'autres arguments, d'autres stratégies, prévint le professeur. Et nous serons prêts, affirma Claire avec détermination. Pierre observait Dufresne qui s'entretenait avec animation avec ses conseillers de l'autre côté de la salle. Le promoteur dut sentir son regard, car il se tourna vers lui. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un instant, Pierre y lut non plus seulement de l'arrogance, mais aussi une colère froide qui le fit frissonner. Ce n'était plus seulement une question d'affaires pour Dufresne, c'était devenu personnel. Les jours qui suivirent la réunion du conseil municipal apportèrent un calme précaire à la ferme des Legrand. Le chèque d'acompte de la fondation avait été déposé à la banque, et même Antoine Mercier avait dû reconnaître sa validité, accordant à Pierre le répit financier tant attendu. Les procédures d'expropriation semblaient temporairement suspendues, et la présence régulière de Claire, supervisant la rééducation d'Espoir, donnait à la ferme une animation qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Pourtant, Pierre ne parvenait pas à se défaire d'une inquiétude lancinante. L'expression de Dufresne à la fin de la réunion, ce regard où la colère avait remplacé l'arrogance, continuait de le hanter. Il connaissait suffisamment le promoteur pour savoir qu'il n'abandonnerait pas facilement, surtout maintenant que son orgueil était engagé. « Vous pensez trop à lui », lui dit Claire un après-midi, alors qu'il venait de terminer une séance particulièrement réussie avec Espoir. L'étalon avait trotté pendant près d'une demi-heure sans montrer de signe de fatigue, un exploit qui aurait semblé impossible quelques semaines plus tôt. « Je ne peux pas m'en empêcher », admit Pierre en observant Espoir qui s'abreuvait paisiblement. Dufresne n'est pas du genre à accepter la défaite. Il prépare quelque chose, j'en suis certain. Claire s'approcha de lui, posant doucement sa main sur son bras dans ce geste qui leur était devenu familier. Même s'il le fait, vous n'êtes plus seul face à lui. La fondation est engagée à vos côtés, et le village aussi, apparemment. Pierre sourit, touché une fois de plus par sa présence réconfortante. Ces derniers jours, quelque chose avait changé entre eux. Des regards qui s'attardaient, des mains qui se frôlaient, sous le moindre prétexte. Des conversations qui se prolongeaient tard dans la soirée. Ils n'avaient pas mis de mots sur cette évolution, comme s'ils craignaient tous deux de briser la magie en la nommant. « Vous avez sans doute raison », concéda-t-il. « Je devrais plutôt me concentrer sur les bonnes nouvelles. Espoir progresse chaque jour, et la Fondation semble satisfaite de notre collaboration. »« Plus que satisfaite », confirma Claire. « Le professeur Lambert m'a appelé ce matin. Les analyses génétiques d'Espoir sont revenues, et elles sont extraordinaires. Sa lignée est encore plus pure qu'on ne le pensait,
ce qui renforce son importance pour le programme de préservation. Pierre la regarda avec une joie non dissimulée. C'est merveilleux. Espoir est vraiment exceptionnel. Comme son propriétaire, ajouta Claire doucement, ses yeux soutenant le regard de Pierre avec une intensité nouvelle. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Marcel, qui remontait l'allée de la ferme à bord de sa camionnette. Le vieil homme en descendit avec une agitation inhabituelle. « Pierre, vous devriez allumer la radio locale », lança-t-il sans préambule. Dufresne donne une conférence de presse en direct. Il annonce un changement majeur concernant son projet. Pierre et Claire échangèrent un regard inquiet avant de se précipiter vers la maison. La vieille radio de la cuisine grésilla avant de diffuser la voix reconnaissable de Dufresne, onctueuse et assurée. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui que le projet des Hauts de Saint-Marcel intégrera désormais un centre équestre de classe internationale, en partenariat avec le prestigieux Haras de Belmont. Pierre se figea, sentant le sang quitter son visage. Le Haras de Belmont était l'un des plus renommés de France, un établissement dont la réputation d'excellence n'avait d'égal que le coût prohibitif de ses services. Ce centre, poursuivait Dufresne, se spécialisera notamment dans la rééducation des chevaux de course et de dressage atteints de pathologies musculaires. Nous avons d'ailleurs recruté un éminent spécialiste, le docteur François Martel, pionnier dans le traitement des myopathies équines. Claire étouffa une exclamation. Martel ? C'est le principal rival du professeur Lambert. Ils sont en désaccord scientifique depuis des années. Pierre comprit immédiatement la stratégie de Dufresne. En intégrant un centre équestre à son projet, il neutralisait l'un des principaux arguments de la Fondation, l'unicité de leur approche pour la préservation du patrimoine équin. En recrutant un spécialiste reconnu des myopathies, il s'attaquait directement à l'aspect scientifique de leur collaboration. Cet investissement supplémentaire de plusieurs millions d'euros, continuait Dufresne, démontre notre engagement envers le développement durable et la préservation des traditions locales. Le centre équestre des Hauts de Saint-Marcel créera une vingtaine d'emplois directs et contribuera au rayonnement international de notre belle région. Marcel éteignit la radio d'un geste brusque. « Le salaud! Il essaie de vous couper l'herbe sous le pied. » Claire semblait perdue dans ses pensées, analysant les implications de cette annonce. « C'est habile, » admit-elle finalement. Il tente de positionner son projet comme une alternative plus ambitieuse, plus professionnelle que notre collaboration avec la Fondation. « Et ça pourrait fonctionner, » ajouta sombrement Pierre. « Le conseil municipal sera sensible à l'argument des emplois créés et du prestige international. Je dois appeler le professeur Lambert immédiatement, » décida Claire en sortant son téléphone. Il doit être informé de ce développement. Pendant qu'elle s'éloignait pour passer son appel, Marcel s'approcha de Pierre. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit-il à voix basse. « J'ai un cousin qui travaille au cadastre départemental. Il m'a dit que Dufresne a déposé une demande de permis de construire pour ce centre équestre il y a à peine 2 jours. Comme s'il avait monté ce projet en urgence, après la réunion du conseil. » Pierre hocha la tête, comprenant mieux la manœuvre. Ce n'était pas prévu. Il improvise pour contrer la Fondation, mais ça reste dangereux pour nous. Claire revint, le visage tendu. Le professeur est furieux. Martel est son rival scientifique depuis des années. Ils défendent des approches opposées dans le traitement des myopathies équines. « Que propose-t-il » demanda Pierre. « Il arrive demain avec Maître Belmont. Il veut organiser une contre-offensive médiatique, démontrer que notre approche est non seulement scientifiquement plus valide, mais aussi plus respectueuse du bien-être animal et du patrimoine local. » La journée s'écoula dans une atmosphère de tension croissante. Pierre et Claire travaillèrent avec espoir, documentant minutieusement ses progrès en prévision de la visite du professeur. Marcel, de son côté, parcourait le village pour évaluer l'impact de l'annonce de Dufresne sur l'opinion locale. Il revint en fin d'après-midi, l'air préoccupé. « Les avis sont partagés », rapporta-t-il. « Certains sont séduits par les promesses d'emploi et de développement. D'autres restent méfiants, surtout après notre intervention au conseil municipal. Mais Dufresne n'a pas chômé. Il a déjà fait distribuer des brochures présentant son nouveau projet, avec des images de synthèse impressionnantes. » La nuit tombait lorsque Claire annonça qu'elle devait partir. « Je dois préparer des documents pour le professeur Lambert », expliqua-t-elle.
Je reviendrai demain matin avant son arrivée. » Pierre l'accompagna jusqu'à sa voiture, conscient d'une tension nouvelle entre eux. La menace de Dufresne semblait avoir créé une distance, comme si l'incertitude sur l'avenir les empêchait d'explorer les sentiments naissants qu'ils partageaient. « Claire », commença Pierre alors qu'elle s'apprêtait à monter dans son véhicule. « Quoi qu'il arrive avec Dufresne et son projet, je voulais vous dire que votre présence ces dernières semaines a été importante pour moi, pas seulement pour Espoir. » Elle s'immobilisa, sa main sur la poignée de la portière, puis se tourna vers lui. Dans la pénombre du crépuscule, son visage semblait particulièrement vulnérable. « Pour moi aussi, Pierre, » murmura-t-elle, « bien plus que je ne l'aurais imaginé. » Elle fit un pas vers lui, hésita, puis dans un élan soudain, se dressa sur la pointe des pieds pour déposer un baiser léger sur ses lèvres. Ce fut bref, presque timide, mais chargé d'une promesse qui fit battre le cœur de Pierre comme il n'avait pas battu depuis des années. « À demain », dit-elle simplement avant de monter dans sa voiture et de s'éloigner. Pierre resta immobile un long moment, contemplant les phares qui disparaissèrent dans la nuit, touché par ce moment de tendresse au milieu de la tempête qui se préparait. Il fut tiré de sa rêverie par la sonnerie de son téléphone. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Monsieur Legrand ?» dit une voix féminine inconnue lorsqu'il décrocha. « Je m'appelle Sophie Vidal, je suis journaliste à la Gazette régionale. Je souhaiterais avoir votre réaction concernant l'annonce faite par Monsieur Dufresne aujourd'hui. » Pierre hésita. « Je n'ai pas de commentaire à faire pour l'instant. »« Je comprends, » poursuivit la journaliste. « Mais il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. Une information qui vient de me parvenir et qui pourrait vous intéresser. Cela concerne le docteur Martel, récemment recruté par Monsieur Dufresne. » La curiosité de Pierre fut piquée. « Quelle information ? » « Je préférerais en discuter en personne, » répondit-elle. « Disons que les circonstances de son départ de son précédent poste soulèvent des questions éthiques. Seriez-vous disponible pour me rencontrer demain matin ? » Pierre réfléchit rapidement. « Oui, disons 8 heures, à la ferme. » Après avoir raccroché, il resta pensif. Cette journaliste pourrait-elle détenir des informations susceptibles de contrer la nouvelle stratégie de Dufresne ? Il l'espérait, car l'intuition lui disait que la bataille finale pour la ferme des Legrand approchait à grands pas. L'aube pointait à peine lorsque Pierre se leva, après une nuit agitée où les préoccupations concernant Dufresne se mêlaient aux souvenirs du baiser échangé avec Claire. Il se prépara rapidement, conscient que cette journée pourrait être décisive pour l'avenir de sa ferme. À 8 heures précises, une petite voiture rouge s'engagea dans l'allée. Sophie Vidal était une femme d'une quarantaine d'années, aux traits vifs et au regard perçant qui trahissait immédiatement sa profession. Elle observa attentivement les lieux en descendant de son véhicule, notant visiblement les améliorations récentes apportées à la ferme. « Monsieur Legrand, merci de me recevoir », dit-elle en lui serrant fermement la main. « J'ai suivi avec intérêt l'évolution de votre situation. » Pierre l'invita à l'intérieur, lui offrit un café qu'elle accepta volontiers, puis ils s'installèrent à la table de la cuisine. « Vous avez mentionné des informations concernant le docteur Martel », commença Pierre, allant droit au but. Sophie Vidal sortit un dossier de sa sacoche et l'ouvrit devant elle. Le docteur François Martel a quitté précipitamment son poste à la clinique équine internationale de Lausanne il y a 6 mois. Officiellement, il s'agissait d'un départ volontaire pour convenance personnelle. La réalité est bien différente. Elle lui tendit plusieurs documents, des copies de courriel interne, des rapports d'audit et même des témoignages signés. Martel était sous le coup d'une enquête interne pour falsification de données de recherche, expliqua-t-elle. Il a publié des résultats spectaculaires concernant un traitement expérimental des myopathies équines, mais plusieurs collègues ont soulevé des doutes sur la validité de ses conclusions. Pierre parcourait les documents, assimilant progressivement l'ampleur du scandale. Et plutôt que d'affronter l'enquête, « Il a démissionné, oui », confirma la journaliste. La clinique a accepté de ne pas ébruiter l'affaire pour éviter un scandale public qui aurait nui à sa propre réputation. Un arrangement classique, malheureusement. « Comment avez-vous obtenu ces informations ?» demanda Pierre, impressionné par la rigueur du dossier. Sophie eut un sourire énigmatique. « Disons que j'ai des sources à Lausanne qui s'inquiètent de voir Martel reproduire ces méthodes douteuses en France. » Pierre réfléchissait rapidement aux implications de ces révélations.
Et vous pensez que Dufresne ignore ses antécédents? J'en suis certaine, affirma-t-elle. Dufresne est arrogant et impitoyable, mais il est aussi extrêmement soucieux de sa réputation. Jamais il n'associerait son nom à un scientifique compromis s'il en avait connaissance. Un bruit de moteur interrompit leur conversation. Pierre reconnut la berline du professeur Lambert, suivi de près par la Citroën de Claire. « Le renfort arrive », dit-il en se levant. « Votre timing est parfait, Madame Vidal. » Les présentations furent brèves mais chaleureuses. Le professeur Lambert, après avoir parcouru le dossier sur Martel, ne put cacher sa satisfaction. « Cela ne m'étonne guère », commenta-t-il. « Ces résultats m'avaient toujours semblé trop beaux pour être vrais. La science exige de la rigueur, pas des raccourcis sensationnels. » Maître Belmont, qui accompagnait le professeur, examinait les documents avec un œil professionnel. « C'est explosif », conclut-il. « Mais comment l'utiliser stratégiquement ?» Sophie Vidal prit la parole. « J'ai une proposition. Mon journal prépare un dossier spécial sur le projet des Hauts de Saint-Marcel. Nous pourrions inclure ces informations sur Martel, mais aussi un article approfondi sur le travail de la Fondation avec Espoir. » Un contrepoint édifiant, approuva le professeur. Montrer d'un côté un développement reposant sur des bases scientifiques douteuses et de l'autre, une approche éthique et rigoureuse. Dufresne donne une réception ce soir au Grand Hôtel pour présenter officiellement son projet aux investisseurs et notables locaux, ajouta la journaliste. Si nous publions en ligne cet après-midi, l'effet sera immédiat. Pendant qu'ils finalisaient leur stratégie, Claire entraîna discrètement Pierre vers l'écurie. Espoir les accueillit par un hennissement joyeux, trottant avec une aisance qui confirmait ses progrès constants. « Vous avez vu » murmura Claire, émue. « Il galope presque normalement maintenant. » Pierre acquiesça, touché par cette nouvelle preuve de la guérison miraculeuse de son compagnon. Puis, se tournant vers Claire, il prit doucement ses mains dans les siennes. « Claire, à propos d'hier soir. » Elle rougit légèrement mais soutint son regard. « Je ne regrette rien, Pierre. Sauf peut-être d'avoir attendu si longtemps. J'ai eu peur, admit-il. Peur d'espérer, peur de croire qu'une nouvelle vie était possible. Pour Espoir, pour la ferme, et pour moi. Et maintenant ? Demanda-t-elle doucement. Maintenant, je n'ai plus peur, répondit-il simplement, avant de se pencher pour l'embrasser. Ce baiser, plus profond et plus assuré que celui de la veille, scellait une promesse que tous deux avaient senti naître au fil des semaines. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs regards partageaient la même certitude tranquille. Un discret tout-sautement les ramena à la réalité. Marcel se tenait à l'entrée de l'écurie, un sourire malicieux sur son visage buriné. « Désolé d'interrompre », dit-il sans paraître désolé le moins du monde. « Mais ils vous attendent pour la séance photo avec Espoir. La journaliste veut des images pour son article. » La journée s'écoula dans une effervescence organisée. Sophie Vidal photographia Espoir sous tous les angles, documenta ses exercices de rééducation et conduisit des entretiens approfondis avec Pierre, Claire et le professeur Lambert. Maître Belmont, pendant ce temps, préparait une déclaration officielle de la Fondation concernant les antécédents problématiques du docteur Martel. À 16 heures précises, l'article fut mis en ligne sur le site de la Gazette régionale. Son titre ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Le projet des Hauts de Saint-Marcel s'appuie sur un expert controversé. Enquête exclusive sur le docteur François Martel. L'effet fut immédiat. En moins d'une heure, le téléphone de Sophie Vidal ne cessait de sonner. Journalistes d'autres médias demandant confirmation, habitants de Saint-Marcel stupéfaits et même membres du conseil municipal inquiets pour leur réputation. Peu avant 18 heures, alors que le petit groupe suivait les retombées médiatiques depuis la cuisine de Pierre, un appel inattendu parvint au professeur Lambert. « Professeur ? Maxime Dufresne à l'appareil », annonça une voix tendue. « Je pense qu'il serait judicieux que nous nous rencontrions, immédiatement si possible. » Lambert mit le haut-parleur pour que tous puissent entendre. « Je suis actuellement à la ferme de Monsieur Legrand. Vous êtes le bienvenu si vous souhaitez nous rejoindre. » Un silence bref, puis « J'arrive dans 20 minutes. » Dufresne fut ponctuel. Sa Range Rover s'arrêta dans la cour,
soulevant un nuage de poussière qui semblait refléter son agitation intérieure. Pour la première fois depuis que Pierre le connaissait, le promoteur paraissait déstabilisé, son assurance habituelle remplacée par une nervosité mal dissimulée. Il salua brièvement l'assemblée, son regard s'attardant avec méfiance sur Sophie Vidal. « Je vais être direct », commença-t-il sans préambule. « Cet article met en péril des mois de travail et des investissements considérables. J'ignorais tout des irrégularités concernant le docteur Martel. Pourtant, une simple vérification de référence aurait suffi, remarqua innocemment le professeur Lambert. Dufresne serra les dents mais ne releva pas. Je suis venu proposer un compromis. Le centre équestre était une addition récente à mon projet et visiblement problématique. Je suis prêt à l'abandonner. Ce n'est pas suffisant, intervint Maître Belmont. La question fondamentale reste l'intégrité de la ferme des Legrand, que vous avez tenté d'acquérir par des moyens discutables, notamment en manipulant l'échéance bancaire et en tentant une expropriation injustifiée. Dufresne passa une main nerveuse sur son visage. L'arrogance avait cédé la place à un calcul froid des risques. « Que proposez-vous, alors » demanda-t-il finalement. « Voici notre offre », répondit le professeur Lambert. « Vous abandonnez définitivement toute prétention sur les terres des Legrand. Vous retirez votre demande d'expropriation. En échange, nous ne poursuivons pas l'enquête sur vos méthodes d'acquisition foncière dans la région et Madame Vidal modère légèrement le ton de ses articles futurs concernant votre projet. » Dufresne les observa tour à tour, évaluant visiblement sa position. « Et pour le reste de mon complexe touristique, ce n'est pas notre combat, » admit Lambert. « Tant que vous respectez les limites que nous avons définies, ce que vous faites ailleurs dans la vallée ne nous concerne pas directement. » Un silence tendu s'installa pendant que Dufresne réfléchissait. Finalement, il hocha sèchement la tête. « J'accepte vos conditions. Maître Belmont, faites préparer les documents nécessaires. Je les signerai demain. » Sans autre cérémonie, il tourna les talons et quitta la ferme, emportant avec lui l'ombre qui avait plané si longtemps sur les terres des Legrand. Lorsque la poussière soulevée par sa voiture fut retombée, un silence incrédule s'installa, rapidement rompu par un cri de joie spontané de Claire qui se jeta dans les bras de Pierre. Marcel serrait vigoureusement la main du professeur Lambert, tandis que Sophie Vidal et Maître Belmont échangeaient des regards satisfaits. « C'est terminé ?» demanda Pierre, n'osant encore y croire. « Il abandonne vraiment ?» « Les hommes comme Dufresne calculent toujours le rapport risque-bénéfice, » expliqua le professeur. « Poursuivre sa vendetta contre vous lui coûterait désormais trop cher, tant financièrement qu'en termes de réputation. » La célébration fut simple mais profondément émouvante. Marcel déboucha une bouteille de vin qu'il gardait pour une occasion spéciale, et tous levèrent leurs verres à l'avenir de la ferme des Legrand et à la santé d'Espoir. Tard dans la soirée, après le départ des invités, Pierre et Claire se retrouvèrent seuls dans l'écurie, contemplant Espoir qui somnolait paisiblement. La lune baignait les lieux d'une lumière argentée qui semblait symboliser le nouveau départ qui s'offrait à eux. « Il y a un mois, » murmura Pierre. « J'étais un homme désespéré, prêt à tout perdre. Et maintenant ?» Claire se blottit contre lui, complétant sa pensée. « Et maintenant, vous avez sauvé la ferme. Espoir est en voie de guérison complète, et la Fondation vous offre un partenariat à long terme. Et j'ai trouvé bien plus encore, » ajouta-t-il en resserrant son étreinte autour de ses épaules. Ils restèrent ainsi, en silence, savourant ce moment de paix durement gagné. Dehors, la nuit était douce, promesse d'un été fertile après tant d'années de sécheresse. Dans son box, Espoir s'ébroua doucement, comme pour approuver cette nouvelle page qui s'ouvrait. Pierre Legrand, fermier de 58 ans, contempla sa ferme sauvée, son cheval guéri, et la femme extraordinaire qui se tenait à ses côtés. Là où Dufresne n'avait vu qu'une terre à exploiter et un animal à abandonner, il avait vu de la valeur, du potentiel, une raison d'espérer. Et parfois, se dit-il en embrassant tendrement le front de Claire, c'est précisément cette capacité à croire en l'impossible qui fait toute la différence.